Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce rendez-vous live FPI USH exceptionnellement aujourd'hui, et nous sommes très heureux de le co-animer avec Alban Charrier de l'USH. Donc un travail que nous avons mené en commun qui nous sera présenté par David Lebanier du cabinet Pouget et commenté avec nos amis énergéticiens Nathalie Mougeot EDF et Ludovic Gutierrez de GRDF. Je vais donc dans un premier temps laisser chacun des intervenants se présenter. Et donc, Alban, je te laisse la parole. Merci Franck. Bonjour, Alban Charrier, directeur adjoint de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'USH, donc la confédération regroupant l'ensemble des bailleurs sociaux. Bonjour, Ludovic Gutierrez, chef de marché promotion privée chez GRDF. Bonjour, Nathalie Mougeot, responsable partenariat, développement commercial et prescription chez EDF pour les marchés de l'immobilier. David Lebanier de Pouget Consultant, je suis responsable de l'activité conseil en construction neuve et Pouget Consultant, on est bureau d'études techniques, fluides, environnement, carbone et cabinet de conseil sur ces sujets. Alors Alban, on est là pour présenter un travail qui a été initié il y a déjà plus d'un an. L'idée étant d'avoir un cadre de référence, si on peut le dire ainsi, commun, sur la manière dont nos adhérents, maîtres d'ouvrage privés, maîtres d'ouvrage publics, sélectionnent les solutions de pompe à chaleur dans le cadre notamment de la mise en œuvre de la réglementation environnementale 2020. Tout à fait. Enfin, avec la nouvelle réglementation et aussi les obligations réglementaires, en tout cas en particulier pour le parc social sur l'atteinte de SNBC, on avait besoin de travailler sur de nouveaux équipements et une attente très forte de nos adhérents FPI ou bailleurs sociaux sur justement l'état de l'art sur les pompes à chaleur, les avantages, les inconvénients, les coûts, les spécificités de certaines machines par rapport à certaines spécificités des bâtiments. Donc c'est pour cela qu'on a travaillé ensemble avec la FPI pour faire cette étude et donner à voir et à connaissance ces sujets-là à nos adhérents. Oui, j'insiste vraiment, ce travail commun, c'est pour bénéficier, comme nos adhérents de la Fédération des promoteurs produisent en VFA un nombre important de logements pour l'USH. L'idée, c'était d'avoir un cadre de référence qui soit commun, avec des éléments techniques qui soient partagés, de manière à ce qu'on facilite la vie des promoteurs et des adhérents de l'USH lorsqu'ils doivent décider dans un cahier des charges de ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre, avec une vision que peut-être il est important de rappeler sur notamment tous les coûts d'exploitation, les coûts de maintenance, la durée de vie des machines, l'obsolescence, qui vous préoccupe au premier chef en tant qu'exploitant et qui pour nous est aussi important à démontrer à nos acquéreurs, qu'ils soient institutionnels ou acquéreurs privés. Donc je vais sans plus tarder passer la parole à David. Et je vous laisse donc commencer à nous expliquer le travail qui a été mené pour nos deux fédérations, pour nos deux organisations. Alors, les travaux, je vais les énumérer juste après. Avant, j'ai quelques généralités très basiques sur ce qu'est une pompe à chaleur pour être sûr que... Oui, ça reste un radiateur électrique plus performant. Ça c'est pour taquiner. Il y a quand même une partie thermodynamique non négligeable. Oui, bien sûr. C'est pour taquiner, nos énergéticiens. 75% de NR. Oui, bien sûr. C'est le principe du COP que vous allez nous expliquer, David. Tout à fait. Une pompe à chaleur, c'est un circuit de fluide frigorigène. On y reviendra tout à l'heure avec deux échangeurs. Un échangeur qui capte les calories sur une source, l'air extérieur. Ça peut être l'eau d'une nappe ou des sondes géothermiques, et qui le transfère vers l'intérieur du bâtiment. Et ce transfert a un coût énergétique. On alimente un compresseur qui s'occupe de faire ce transfert, je simplifie, qui alimente en électricité. Quand un radiateur électrique ou une chaudière gaz, lorsqu'on lui donne 1 kWh d'énergie, elle nous en rend à peu près 1. Ici, la pompe à chaleur, en chaleur, exactement. Ici, la pompe à chaleur, suivant ses conditions de fonctionnement, peut nous en rendre 2, 3, 4, 5, voire plus, dans les conditions les plus optimales. Et donc, ce qui fait que je vous ai parlé des sources, qui peuvent être l'air ou l'eau, et puis on peut aussi transmettre la chaleur, c'est-à-dire la pompe à chaleur peut chauffer directement l'air, ou chauffer de l'eau qui ira dans les radiateurs. Quand on a une pompe à chaleur qui capte les calories sur l'air et qui les restitue sur l'air à l'intérieur, c'est une PAC RR, et puis si elle puise sur l'eau, c'est une PAC eau,
et si elle remet sur l'eau, c'est une PAC OO. Voilà. Donc ça, c'est des dénominations. Ici, vous avez une coupe d'une pompe à chaleur RR. Quand on est dans une pompe à chaleur RR, finalement, on déporte à l'intérieur du bâtiment une partie de la pompe à chaleur, ce qui fait qu'on a ce circuit de fluide frigorigène qui va circuler dans le bâtiment jusqu'à cette unité intérieure. C'est important pour certains sujets de bien avoir ça en tête. Effectivement, vous avez raison d'insister. C'est ce qui va faire la clé. Une des clés de nos sélections, c'est ce fameux coefficient de performance ou coefficient de performance saisonnier, puisque tout va dépendre de la relation entre la source, la température de la source et la température de l'émetteur, que ce soit de l'air ou de l'eau que l'on veut réchauffer, comme vous l'avez expliqué. Tout à fait. Et donc c'est là où ça change par rapport aux chaudières, mais vous nous en expliquez peut-être plus, Ludovic, c'est que peut-être que les chaudières, on avait toujours un peu la tendance à surdimensionner. Là, il faut vraiment dimensionner à la bonne charge. Alors c'est un des enjeux, c'est surtout une histoire de coût. Le kilowatt pack coûte beaucoup plus cher, donc on est un peu plus fin sur le dimensionnement. Et tout à l'heure, effectivement, je regardais sur ce point-là des performances qui varient dans l'année, la différence entre le COP, qui est le rendement à une situation fixe, et puis le SCOP, qui est le rendement annuel moyen. Alors j'en profite pour dire à nos auditeurs que vous avez un espace de conversation où vous pouvez poser des questions, donc n'hésitez pas, j'ai devant moi les questions que vous posez, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Pardon, Valérie. Juste un petit ajout, parce que avec l'eau, dans la PAC OO, par exemple, on peut aller capter aussi les énergies dans le sol. Tout à fait. Souvent, ça peut être couplé avec de la géothermie, ce qui revient c'est aujourd'hui assez fréquemment. C'est plus coûteux, mais les performances sont beaucoup plus élevées. Voilà. On parle de performances de 4, 5, 7 fois. C'est des cas particuliers. On va dire 4 à 5. Tout à fait. On peut atteindre ce type de performance, de chaleur rendue pour 1 kW électrique utilisé. Les travaux qu'on a menés pour l'USH et la FPI, c'est 18 fiches solutions. Alors, c'est 2-3 pages qui synthétisent tous les enseignements techniques qu'il faut connaître, les généralités. Et à la différence d'autres fiches qu'on peut trouver par ailleurs, ici, on vient donner les avantages et les inconvénients, et on donne une liste, non exhaustive parce que ça évolue très vite, mais des industriels, des principaux industriels sur chaque domaine, et puis des fiches thématiques sur les thèmes que tu as évoqués, Franck. Là, je vais essayer de faire un petit état des lieux des solutions techniques PAC. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les faire. Je vais faire l'essentiel. Là, vous avez la liste des solutions pompe à chaleur qui sont compatibles avec le logement collectif. Et je vais passer sur les plus marquantes. La géothermie. D'ailleurs, on en profite pour dire que cet arbre de décision est clé pour nos adhérents, puisque en fonction du service qu'ils attendent, c'est-à-dire une machine qui est soit collective, soit individuelle en logement collectif, une machine qui va faire juste du chaud ou du chaud et de l'eau chaude sanitaire ou des services complémentaires, cet arbre de décision est vraiment clé et tous nos adhérents ont à disposition dans leur espace adhérent le guide que vous avez fait pour nous. Il a été diffusé à l'ensemble des adhérents du parc social. Il faut rappeler aussi que le périmètre, on est bien sur le logement collectif. Oui. Et donc la PAC pour le logement collectif. Oui. Alors j'ai déjà une question. PAC RR est s'adapter à toutes les régions et comment trouver des calories à l'extérieur lorsque la température est de -10, -15 Les Suédois nous ont déjà donné la réponse. Parce que la Suède, le Danemark et la Finlande sont les pays les plus équipés en PAC. Alors surtout en RO. Mais ils ont aussi des RR et ça fonctionne. Il faut des machines adaptées, Nathalie. Tout à fait. Donc, comme on disait, dans de nombreux pays maintenant, la Suède est complètement sortie des énergies fossiles dans le bâtiment, et en s'appuyant principalement sur les réseaux de chaleur et la PAC. Donc, ils ont commencé bien avant nous, il y a 30 ans. Mais comme quoi c'est possible. Alors effectivement, ça va dépendre, c'est ce qu'on disait, c'est l'arbre de décision et c'est très important déjà de l'installation qui est existante pour tout ce qui est bâtiment en rénovation. Si on a déjà de l'eau dans le bâtiment, un réseau fluide eau, autant rester sur de l'eau, donc partir sur de la RO. Par contre, si on est sur des anciens radiateurs électriques, par exemple, effectivement, sur du RR. Pour répondre, pour clarifier les choses, ça marche avec des températures négatives. Le coefficient de performance est un peu plus faible. Tout à fait. On va plutôt tourner sur des coefficients autour de 2. 2, tout à fait, c'est quand on est en dessous de -7. Voilà.
Moi, Mais c'est toujours mieux que 1 pour le radiateur électrique, c'est-à-dire qu'à 1 kW électrique, vous faites 2 kW de chaleur. Voilà. Après, il y a aussi la notion de confort et c'est vrai que le niveau d'isolation aussi du bâti, c'est vrai qu'en Suède, Oui, bien sûr. au Danemark, etc., ils ont des bâtis qui sont beaucoup plus isolés, donc Les besoins sont les besoins maîtrisés. sont différents. Ouais. Et une ventilation très adaptée aussi. Ouais. Et effectivement. C'est un des facteurs un facteur importants, clé. c'est un facteur clé, la ventilation. C'est vrai que quand on parle de pompe à chaleur, on va très vite parler d'enveloppe, de qualité de l'enveloppe, de qualité d'isolation et de la maîtrise de la ventilation pour aller bien au-delà de ce qui est réglementaire, pour bien maîtriser les flux et récupérer la chaleur. Plus vous êtes en température négative, plus il faut travailler sur des solutions de récupération de chaleur sur la ventilation. Ça va ensemble. C'est pas les grandes tendances du marché actuel Certes, de travailler mais sur la ventilation. C'est ce que font je vais en nos parler. amis d'Europe du Nord. Tout à fait. Dans les solutions que je vais présenter, là, il y a des solutions sur l'air extrait. Tout l'enjeu, quand on travaille sur l'air extrait, l'air vicié, c'est une source chaude, effectivement, intéressante pour le COP, mais c'est une source limitée. Donc souvent, on est obligé de ventiler un peu plus que ce qu'on fait habituellement en France, qui implique... Ce qui Voilà. très honnêtement, C'est une balance intéressante. au vu du niveau très bas de ventilation Tout à fait. réglementaire, vous ne prenez aucun risque de ventiler plus. Tout à fait. Au contraire. Et, C'est pas nos amis qui vont... et effectivement, ça peut sembler contre-intuitif parce que souvent la PAC RR en plus peut être réversible et donc va participer au confort d'été. Et donc on va capter des calories chaudes en été pour rafraîchir. Donc C'est très bien. c'est vrai que ça a tendance à être contre-intuitif de se dire on va prendre des frigories pour chauffer et des calories Et pour pour refroidir. Pour autant, ça fonctionne bien. Et donc, la première solution que je voulais vous présenter, c'est des pompes à chaleur collectives sur sonde géothermique. Ici, la source, c'est de l'eau qui circule dans des sondes qui descendent à 150-200 mètres. On en met plusieurs. Cette solution a le grand avantage d'avoir une source à température stable et des très bonnes performances. Et en plus, les pompes à chaleur sont dans des locaux techniques, au sous-sol ou au rez-de-chaussée. On ne les voit pas, ça ne fait pas de bruit. Oui, puisqu'on n'a pas besoin de l'aspect de la deuxième partie Exactement. d'échangeurs extérieurs que l'on met sur les toitures ou à l'extérieur des bâtiments. Donc c'est le gros avantage de cette solution géothermique, plus onéreuse, mais Oui. plus performante et plus stable en termes de performance dans le temps grâce à la sonde géothermique. Voilà. Alors pour les autres, c'est surtout intéressant pour ceux qui ont des opérations où ils sont amenés à faire des fondations ou des infras, où là il y a déjà les machines pour commencer à faire des infrastructures et donc faire des pieux complémentaires retourne à un coût marginal. Ce qui n'est pas toujours simple parce que les pieux de fondation veulent toujours diminuer le linéaire et plus on avance dans le projet, plus on va diminuer le linéaire et souvent on se retrouve avec un linéaire qui est insuffisant pour les pieux voilà. géothermiques. Et donc là ici c'est une pompe à chaleur sur l'air extérieur collective avec un réseau de distribution hydraulique similaire à celui qu'on a dans une chaufferie collective, sauf qu'on a un grand ventilateur qui va brasser 5000, 10 000 m3 pour capter les calories. Ça, c'est vraiment la nouveauté qui émerge depuis 2-3 ans. On a une offre industrielle qui commence à être vraiment conséquente. En hybride, on doit avoir 6, 7, 8 offres, 8 industriels qui font des solutions qui associent chaudière et pompe à chaleur. Et en 100% PAC, on a deux typologies, soit des grosses pompes à chaleur qui vont permettre d'intervenir sur des gros bâtiments, soit des acteurs qui étaient du marché de la maison individuelle. Donc on prend des packs de grosses maisons individuelles de 15-20 kW, on en met 5-6 et on peut alimenter 40 logements rénovés BBC ou 40 logements neufs. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que l'installation d'une PAC collective pour les petits immeubles, 8-10 logements, est rentable en termes de coût d'installation, coût d'exploitation ? En fait, c'est peut-être même là qu'elle est la plus compétitive. Les solutions hybrides, elles ont un coût fixe, un raccordement au gaz, de la fumisterie. Et donc, quand on va arriver sur des bâtiments de plus de 30 logements, elle va encore plus tirer son épingle du jeu en termes de coût d'investissement. Et pour les petits bâtiments, c'est là que les solutions 100% PAC sont les plus compétitives. Tout le ratio qu'on a sur le point de bascule, c'était à peu près 20 logements. Donc, parce qu'historiquement, c'est vrai qu'on passait sur des solutions collectives aux alentours de 30 à 40 logements. Ça va être là maintenant, le changement de paradigme réglementaire nous amène à positionner l'hybride d'un point de vue pertinent à partir de 20 logements. Nous, c'est ce qu'on commence à détecter sur les études qu'on a balayées, puisqu'on a aussi monté un observatoire au sein de GRDF via les équipes de CGBAT. Et ce qui me permet sur cette slide... Observatoire qui est accessible à tous les professionnels. Oui, effectivement, dans la revue Vector Gaz, vous avez régulièrement des articles. Donc ça, c'est vraiment la revue CGBAT.
qui est vraiment le pôle d'expertise au sein de GRDF, qui accompagne l'ensemble des acteurs de la filière sur les aspects réglementaires. Et donc c'est eux qui publient ce type de documentation. Et je prends la parole, comme vu que je la garde, je la garde. Voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que fait GRDF autour de la table? Eh bien déjà, je suis très content d'être avec vous, et ça n'a pas de valeur. Et après, c'est vrai que l'offre hybride, c'est le message côté GRDF. Voilà, vous aurez tout le temps de le présenter à la fin. Ça justifie ma présence. Bien sûr, et on est très heureux de vous avoir tous les deux avec nous. Et donc pour répondre à la question, 8 logements, PAC collective, Alors, par rapport à une solution réflexe, peut-être par rapport à une solution PAC individuelle dans les 8 logements collectifs. Je vais en parler tout à l'heure. 8 je vous logements, les solutions individuelles ont toute leur place, et même des solutions individuelles qui émergent, qui sont très compétitives en termes de coût d'investissement. Donc là, plutôt PAC. En tout cas, les habitudes c'est dur de parler d'habitudes parce que tout est un peu en évolution, mais on commence à voir une tendance pour les bâtiments d'en dessous de 20 logements, même si la solution collective peut être pertinente d'un point de vue coût d'investissement. L'enjeu, c'est qu'il y avait des habitudes d'installateurs de chaudières gaz individuelles pour qui la marché haute de passer en collectif, et donc c'est plus facile de trouver un tissu d'acteurs qui vont être en capacité de déployer des solutions PAC individuelles. Et puis l'individuel est apprécié des promoteurs. Après, pas les promoteurs, parce que en fait, c'est apprécié des acquéreurs. Tout à fait, oui. Pour des questions ensuite de gestion de gestion, et vous avez le même sujet, je pense, oui. On le partage avec des occupants qui préfèrent être indépendants en termes de charges que collectifs, et autant on a moins ce problème-là sur les grosses copropriétés, autant effectivement sur les petites, nos acquéreurs sont très friands d'avoir une solution qui leur est individuelle, et c'était ce qui était apprécié avec les chaudières gaz d'ailleurs. Peut-être en social, peut-être que c'est un peu plus souvent apprécié d'avoir une solution collective pour pouvoir intervenir. Oui, ça permet, je pense que ça peut permettre un meilleur entretien, enfin, un entretien sur la longueur, sur la durée, une meilleure exploitation, puisque l'entretien est fait par des professionnels à chaque fois, et donc ça permet d'avoir une meilleure efficience de l'installation sur la durée. Donc on est effectivement un peu plus en collectif, même si, comme le disait Franck, on achète aussi beaucoup, on produit beaucoup grâce à la VFA, et donc on a aussi une part de chauffage individuel dans du bâtiment collectif assez importante. C'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. On a eu beaucoup de déploiements de chaudières gaz, alors c'était aussi les aides publiques qui nous y ont poussé, mais voilà, les deux éléments sont intéressants. Mais la question est très pertinente, et c'est vrai qu'on poussera les études et les retours d'expérience pour voir où est l'équilibre entre une PAC collective sur 8-10 logements et des solutions PAC individuelles en termes de coût d'exploitation, maintenance et de garantie dans le temps des produites par les installateurs. Mais là aussi, va dépendre aussi de l'offre industrielle. C'est-à-dire que si on a des offres industrielles sur des PAC collectives en petits logements avec une extension de garantie, de maintenance, une vision plus claire sur les coûts associés dans le temps, c'est vrai que ça donnera peut-être un avantage aux solutions de machines collectives par rapport aux machines individuelles. Mais et dans tous les cas, nous, ce qu'on porte, c'est une mixité des solutions, une mixité des vecteurs énergétiques. Il y a des spécificités territoriales et des spécificités locales qui font que même si c'est plus effectivement rentable, éventuellement efficient de mettre de l'individuel, c'est peut-être pas possible avec des problématiques de placement d'unités extérieures, etc. Donc il faut qu'on se donne la capacité d'avoir la totalité des solutions pour adapter aux besoins et aux cas particuliers. Vous l'aborderez après, il y a tous les sujets acoustiques effectivement des machines. Et ça peut être... Il apparaît des solutions, et notamment qui ont été développées à l'étranger, des solutions sans unité extérieure, et qui du coup vont être plutôt en individuel qu'en collectif. Donc ça peut faire basculer aussi le fait de ne pas avoir cette problématique de mise en place d'unités extérieures et de passer sur les conduits. D'où l'arbre de décision qu'on a proposé pour qu'il repose toutes ces questions par rapport aux spécificités. D'où l'étude et la réponse à un besoin qui est venu à nos adhérents, c'est qu'aujourd'hui c'est en mouvement complet. Il n'y a pas encore une connaissance totale, il y a plein de solutions qui vont arriver, et c'est vrai qu'on a besoin de donner à voir toutes les solutions existantes. Je pense que très probablement qu'on aura à travailler avec vous et avec l'AFP pour mettre à jour cette étude dans 18-24 mois, puisque ça va changer assez rapidement. On avait besoin de voir effectivement l'ensemble des solutions, on avait besoin de voir la maturité des solutions, à la différence de ce qu'on pouvait évoquer tout à l'heure avec Franck. On est acquéreur mais exploitant sur une durée longue, donc la maturité des solutions en termes de coût d'entretien, de garantie, de renouvellement de composants était extrêmement importante. On a malgré tout, alors il y a des reculs sur des expériences étrangères, mais voilà, donc on a besoin de ça, et effectivement de toute façon je pense que c'est tout l'intérêt des industriels d'identifier ce qui peut bloquer les points de blocage pour qu'on puisse nous prescrire pour les lever.
Et c'est en train d'être fait, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de donner cette information sur de nos adhérents, et aussi on a besoin, enfin j'en profite, un retour d'expérience de nos adhérents sur ces sujets-là. Alors j'en profite pour dire qu'une des raisons du travail qu'on a mené avec votre cabinet, c'est que vous travaillez aussi pour l'association française des fabricants de pompes à chaleur, pour qui vous travaillez également, et donc on bénéficie d'un travail que vous menez pour l'AFPAC, pour l'administration, et pour nous, et donc c'est un peu le bureau d'études pivot dans ces réflexions qu'on mène tous ensemble. Ouais. D'ailleurs, une étude à l'origine, c'est celle qu'on a faite pour la DHUP, qui identifie les freins et leviers au développement de la PAC en collectif. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur le sujet, elle est disponible sur Internet sans problème. Si je continue dans l'état des lieux des solutions, je vais passer rapidement sur celle-ci parce que c'est des solutions plutôt matures, hein. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'elles sont sur le marché, mais qui font que de l'eau chaude sanitaire. Donc c'est pareil, c'est une application particulière. Il faut trouver un camarade pour le chauffage. À droite, une solution du tertiaire. Souvent la question qu'on nous pose, mais pourquoi vous ne prenez pas les pompes à chaleur du tertiaire? Les pompes à chaleur dans le tertiaire souvent chauffent de l'air et ne montent pas très haut en température. Parce qu'elles n'ont pas d'eau chaude sanitaire à faire. Et en plus, celle qu'on voit là, c'est un DRV. Donc il y a un réseau de fluide frigorigène qui circule dans le bâtiment. Et c'est pas simple, en tout cas à date, à ma connaissance, de faire la répartition des charges lorsqu'on alimente plusieurs logements. C'est des solutions qu'on verra plutôt dans les résidences gérées. Exactement. En fait, qu'on voit apparaître dans les résidences seniors, résidences étudiants. Tout à fait. C'est plus adapté parce que vous gérez la totalité de l'espace comme dans le tertiaire. Ici, pareil, une solution qui est maîtrisée, c'est des petites pompes à chaleur qui ne font que de l'eau chaude sanitaire. C'est gros comme un frigo, c'est à l'intérieur. Ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'unité extérieure. Elle peut puiser les calories sur l'air extrait ou sur l'air extérieur. Donc là, l'enjeu sur l'air extérieur, c'est de connecter avec 2 trous dans la façade ou un seul pour certaines technologies. Voilà, faut pouvoir l'intégrer. C'est-à-dire sur cette base-là qu'ensuite ont été développées les solutions qui font aussi un peu de chauffage. Tout à fait. Ici des packs RR, donc ces pompes à chaleur ne font que du chauffage et du froid. C'est ce qu'on appelle un climatiseur, qui a parfois la réputation de ne pas être performant, alors qu'en fait c'est des pompes à chaleur elles sont certifiées, ont des performances qui sont très bonnes, voire même meilleures. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il existe des certifications développées notamment par Eurovent Certita sur les machines. Tout à fait. Et on invite nos prescripteurs à prescrire une certification de machine plutôt que d'acheter des machines non certifiées. C'est indispensable. Indispensable dans l'ARE 2020, c'est indispensable pour moi c'est un incontournable. Au-delà du fait que ça fait gagner des points dans l'ARE 2020, c'est aussi une source de garantie pour les acquéreurs par la suite. Et puis, ça bénéficie des certificats d'économie d'énergie en rénovation, alors que les machines non certifiées, non. Merci. Ici, l'enjeu, c'est de placer cette petite unité extérieure. Lorsqu'on alimente qu'une pièce, c'est une petite unité. On peut l'imaginer dans le sud-est, ça se voit de plus en plus, une unité par balcon. Lorsqu'on alimente tout le logement, c'est un peu plus conséquent. Sachant que l'unité qui est sur le balcon émet du bruit. Tout à fait. Et donc, il faut bien traiter le sujet acoustique, parce que, attention aux émergences, mais vous l'aborderez juste après. Les packs individuels. Donc, le premier réflexe a été de prendre des packs de maisons individuelles, les plus petites, de 3 kW, et d'en mettre une par logement. L'enjeu ici, c'est de positionner l'unité extérieure. Donc, il y a une unité extérieure et une espèce de gros ballon à l'intérieur. Il y a une PAC, c'est l'offre, c'est celle qui est en bas, qu'on peut coller à la façade, qui a une grille de 60 par 60, qui fait un trou dans la façade et qui permet de ne pas avoir d'unité extérieure. L'enjeu, ça va être de positionner cette pompe à chaleur dans le logement, puisque souvent, les pièces qui ont accès à la façade extérieure, c'est les pièces de vie, et dans lesquelles on n'a pas toujours envie de voir une pompe à chaleur. À droite, on peut le mettre, elles sont très jolies, ça ressemble à un frigo. Il faut les mettre dans un placard acoustique, parce que celle-ci, le compresseur, tout l'équipement à l'intérieur, il y a un peu de bruit. La solution de droite qui va faire parler d'elle, pour le moment, il n'y a qu'une offre, ça montre la maturité de l'offre, c'est des pompes à chaleur sans unité extérieure, qui captent les calories sur l'air extrait, c'est celle qui nous vient de Suède. Et donc là, j'ai juste un trou à faire en façade. Ici, l'enjeu, quand c'est une PAC RO classique, on est aux alentours de 4 000, 5 000, 6 000 euros l'unité. Là, on monte un peu plus, 8 000, 9 000 fournis posés. Et voilà, c'est ça le principal enjeu. L'autre enjeu, c'est une puissance limitée. Donc si on l'applique en rénovation, on voit des bailleurs le faire en ce moment, il faut que ce soit sur des bâtiments isolés. Très bien isolés. Alors, j'ai une question sur les packs RR en logement collectif. Est-ce que vous voyez une différence de prestation entre les systèmes de type gainable et les systèmes avec faux plafond étanches? Une différence de prestation
Oui, alors, on parle des systèmes Aldes T1. En termes de performance, c'est équivalent. C'est équivalent. En fait, là, on parle plutôt de la manière de diffuser la chaleur à l'intérieur. Il y a ouais. différentes manières, le radiateur, le vecteur air. Donc, ou gainable, ou le plafond étanche. Alors, le plafond étanche, pour être honnête, je ne connais pas très bien. C'est quoi, c'est un plénum, du coup? Sans doute, oui. Ouais. Donc non, j'ai pas de... Après, il y a peut-être l'aspect visuel, finalement. Oui, je pense, c'est plus intégré, esthétiquement parlant, qu'un split. Oui, c'est ça, c'est plus intégré esthétiquement. Pardon, effectivement, il y a un enjeu. La PAC RR, on a une unité intérieure par pièce qui fait un peu de bruit et qui a un impact visuel. Alors que quand on a un gainable centralisé, eh bien, il est dans le faux plafond du couloir et on diffuse par des gaines l'air. Et donc, on a moins de nuisances acoustiques dans les pièces de sommeil, par exemple. Même à mon avis, moins de nuisances aussi liées au flux d'air, finalement, parce que c'est vrai qu'en plénum ou en gainable, on a peut-être un effet de diffusion de la chaleur qui est un peu différent. Ça souffle différemment, quoi. Ouais. Après, c'est plutôt des sujets donc, de choix et de prescription sur la vitesse d'air, l'effet d'accélération des vitesses d'air et l'attroupement à température. C'est plutôt la bouche de diffusion, et ça, autant gainable qu'en monosplit, à l'EPAC RR, il y a une variété de diffuseurs importante. Une solution un peu disruptive, c'est celle de gauche. C'est les pompes à chaleur de petites maisons individuelles, de 3 kW, sont trop puissantes pour le logement collectif, souvent. Et donc là, c'est une petite puissance, c'est un intermédiaire entre le chauffe-eau thermodynamique et la PAC, ce qui permet de faire un optimum technico-économique. Par contre, on ne chauffe que le salon et on fait que l'eau chaude sanitaire, on met du chauffage électrique dans les autres pièces. Et à droite, une pompe à chaleur OO individuelle, qui puise les calories sur une boucle d'eau tempérée qui peut être alimentée par soit une grosse pompe à chaleur, mais le mieux c'est d'alimenter par des sondes géothermiques. Donc là, on avait une question sur les solutions chauffage uniquement ou chauffage et eau chaude sanitaire. Vous y avez répondu avec des régimes de température qui sont évidemment différents. Tout à fait. C'est surtout une histoire de puissance en fait. Quand on va vouloir traiter les deux usages, on augmente la puissance et donc le coût d'investissement. Maintenant, les PAC collectives et les besoins du bâtiment. Ça a été dit, une pompe à chaleur, ça s'est tourné jusqu'à moins 15, voire moins 20 pour certaines solutions. Par contre, sa performance diminue. Si vous lui demandez, et puis elle diminue en fonction de la hauteur de la température qu'il y a à produire. Si vous lui demandez de faire du 30 degrés alors qu'il fait 7 degrés à l'extérieur, on a un COP de plus de 4. Si vous lui demandez de faire du 70 degrés, ce qui peut être le cas au cœur de l'hiver dans les bâtis anciens, eh bien, elle a un COP de 2, et s'il fait moins 7 dehors, un COP de 1,8. Alors, il ne faut pas être effrayé par ces COP qui descendent très bas, parce que ce qui est important de voir, c'est sur une année complète, quelle est la fréquence d'apparition de ces conditions de production pour déterminer le COP annuel global. Beaucoup de pompes à chaleur, jusqu'à maintenant, ne savaient faire que du 55 degrés. C'est de moins en moins vrai. On a de plus en plus de pompes à chaleur qui savent faire du 70 degrés. Et un bâtiment collectif, lui, il a besoin, pour faire de l'eau chaude sanitaire, pour maintenir la boucle en température, de faire du 60-65 degrés. Donc c'est important de bien sélectionner la machine qui peut le faire de manière confortable. Et côté chauffage, il y a des grandes variations suivant le type d'émetteur. Avant les années 90, souvent les émetteurs, au cœur de l'hiver, ils ont besoin de l'eau à 80 degrés, ce qui peut être un peu limitant pour une pompe à chaleur. Depuis les années 90, plutôt 70 degrés. Et je vous invite au maximum à mettre, si on reste en radiateur, qui est quand même l'optimum technico-économique, d'aller chercher un niveau de température un peu plus faible, 60 degrés au maximum. Ça va alourdir un petit peu le radiateur, on va l'épaissir un petit peu, mais c'est un gage de performance pour la pompe à chaleur. Après, il y a d'autres émetteurs qui émergent, qui étaient déjà là, mais qui émergent de plus en plus par le besoin de froid et par le besoin de basse température. Le plancher chauffant, qui lui a besoin de seulement de 30 degrés, ou le plafond rayonnant, qui est de part marginale dans le logement. Et puis ce ventiloconvecteur dont on parlait, un échangeur dans le faux plafond de la circulation, et on diffuse l'air à travers des gaines. Alors là, justement, j'ai un retour d'expérience qui disait qu'il y avait des problèmes de vibration, de bruit et de flux d'air sur ces grilles. Donc là aussi, c'est un sujet qu'on connaît bien dans le tertiaire. C'est bien traiter la position de la grille, son dimensionnement pour éviter les effets d'accélération et de bruit. Donc là aussi, des compétences qui viennent sans doute du tertiaire sur la bonne sélection de la grille de diffusion de l'air issu de la centrale. Les acteurs qui proposent ces solutions sont souvent des gens qui font de la ventilation aussi dans le tertiaire. Je pense qu'il y a un sujet de mise en œuvre, de qualité, de suivi, puisque les entreprises n'ont pas l'habitude. L'autre enjeu de cette solution, c'est
robustesse, on va dire. Le système, il est robuste, mais il a une durée de vie bien moins longue qu'un radiateur ou qu'un plancher chauffant qui, lui, dure 40-50 ans. Et puis, il y a un filtre à air à changer. Et ça, c'est pas toujours évident, suivant le positionnement, et puis de sensibiliser l'occupant à changer les filtres. Oui, c'est une difficulté, puisque ça va être de toute façon des équipements sous entretien. Alors, en tout cas, dans le cadre du bailleur social, c'est-à-dire que c'est la nécessité de rentrer dans le logement pour aller changer des filtres, avec des difficultés, on l'a vécu sur d'autres sujets, sur la ventilation double flux par exemple, c'est un point important. Moi, ce que j'entends aussi dans votre... Alors, une des solutions, ça serait de mettre la machine gainable extérieure dans les parties communes. Oui, alors, on ne l'a jamais fait, il y a toujours un enjeu coupe-feu qu'il faut maintenir entre les circulations et les logements. Ça montre qu'il y a besoin de conception et d'attention à la conception extrêmement fort, peut-être plus fort qu'avant, puisqu'on était sur des solutions qui étaient éprouvées. Donc là, en tout cas, on peut appeler effectivement une montée en compétence de la maîtrise d'œuvre et aussi des entreprises, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage, d'être, ce webinaire, on est là pour ça, mais on va continuer à l'être, d'avoir une liste de bonnes questions sur ce sujet-là, donc la conception est quand même extrêmement importante. Tout à fait. Il y a, faut l'avouer, un manque de maturité qui est de moins en moins vrai chez les industriels, mais aussi chez les bureaux d'études, les installateurs, les exploitants. Donc là, l'enjeu, c'est du suivi. S'il faut qu'on sache poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Là, c'est pour ça que la sélection d'industriels est importante, d'aller chez pas un industriel qui vend uniquement un générateur, mais s'assurer que c'est un industriel qui connaît le monde du logement collectif, qui connaît les capacités des entreprises, qui a des technico-commerciaux qui sont formés, qui accompagnent. Et puis, je vais être très franc avec vous, la question de la durée de vie, du coût d'exploitation, du coût de maintenance, c'est des sujets qu'on n'abordait plus parce que les solutions étaient éprouvées, notamment en chaudière-gaz. Enfin, il y avait un non-dit où tout le monde était d'accord pour dire que ça durait un certain temps connu et on posait plus la question. Je réinsiste sur le coefficient de performance et le COP, puisque effectivement le COP moyen est fait sur une température. Alors dans la question, il est dit 6 ou 7 degrés, je ne sais pas si c'est celle-là, c'est bien celle-là. Et donc j'insiste, en fait, ce qui va vous permettre de sélectionner en fonction de la région où vous êtes, c'est plutôt le coefficient saisonnier, donc le SCOP. Alors, en fonction de vos températures extérieures et de vos usages, évidemment. Voilà. Ce que vous allez trouver sur les documentations techniques, c'est un scope normalisé, c'est-à-dire que ça va être la performance moyenne pour un climat tempéré français. Nous, ce qui va nous permettre de sélectionner, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va regarder quelle est la performance à 7 degrés extérieurs. Mais aussi la courbe de performance en fonction de la température extérieure. Exactement, et surtout la perte de puissance. Parce qu'une pompe à chaleur de 50 kW à 7 degrés extérieurs, bien souvent, elle fait 35 à moins 7. C'est ça qui va nous servir. C'est ça qui vous sert à dimensionner. Voilà. Donc je réponds bien à la question, attention, on ne sélectionne pas une machine sur son COP, mais bien sur sa courbe de performance en fonction de la région et de la température extérieure dans laquelle vous êtes. Et puis surtout, on va pas choisir la même à produire. Et on va clairement pas choisir la même machine dans le nord ou en région montagneuse que dans la région sud où on a besoin de moins de chaleur et les températures négatives arrivent moins souvent. Et puis aussi les températures à produire, sur la qualité du réseau de distribution, les types d'émetteurs et autres. Et même dans l'article, enfin dans l'étude, moi j'ai appris quelque chose en lisant, enfin j'ai appris plusieurs choses, dont celle-ci. C'est vrai que sur le givre, c'est vrai que si le projet est dans un lieu géographique où il y a de l'humidité dans l'air, c'est vrai que ça va avoir tendance à plus se givrer. Et en plus, il y a cet écart de température entre la température ambiante et la température au compresseur. Donc, c'est vrai que la sélection de la machine est plus complexe. La plage de givrage va être aussi importante en fonction de la localisation. Ce qui pose la question de la bivalence qui était abordée dans le givre, le dégivrage. Quand les packs sont certifiés, ce sont des cycles, je crois, de plus d'1 heure, et il y a un cycle de dégivrage qui est intégré. Donc le COP intègre une partie de ce dégivrage, mais c'est vrai que quand on est dans une zone particulièrement humide, on peut augmenter le dégivrage. Et c'est vrai que la bivalence, l'hybridation, vous avez vu que la pompe à chaleur à -7, elle a une performance qui baisse, donc si on lui donne un appoint qui prend le relais, on peut se permettre de limiter la puissance installée. Et une pompe à chaleur qui a une puissance... si vous dimensionnez une pompe à chaleur pour, je sais pas, 30% de la puissance à -7, elle va être en capacité de couvrir 60% des besoins de chaleur. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce positionnement technico-économique qui est un challenge entre ces deux solutions, le 100% pack et l'hybride. Certes, on met du gaz avec une solution hybride, mais on met moins de pompe à chaleur. Voilà. Alors, j'ai une question qui est de dire, est-ce qu'il ne faut pas avoir 2 pompes à chaleur avec chacune son propre régime pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage? Alors c'est la grande question qui ne fait pas encore consensus, mais c'est vrai que faire l'eau chaude sanitaire, ça demande 65 degrés toute l'année.
faire du chauffage, eh bien, au début de l'hiver, on va demander 40, et puis un moment 60, et puis peut-être un moment plus. Donc on a vu que la pompe à chaleur a des performances qui varient en fonction de la température qu'on lui demande de produire. Donc il faut s'assurer que la solution, c'est mieux. Eh bien, quand elle produit de l'eau chaude sanitaire, elle produit de l'eau chaude, et quand elle produit du chauffage, elle produit du chauffage. Ça paraît bête comme ça, mais si elle produit les deux en même temps, eh bien, c'est le plus exigeant qui demande. Et vu que l'eau chaude sanitaire va vous occuper votre pompe à chaleur, je ne sais pas, 8 heures par jour, si elle a besoin de 65 degrés 8 heures par jour, elle va produire 65 degrés, même si le chauffage a besoin que de 40. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, quand on a les mêmes générateurs qui font l'eau chaude sanitaire et le chauffage, c'est possible d'optimiser cet aspect, mais il faut le schéma hydraulique spécifique avec un tuyau dédié à l'SCS, un tuyau dédié à le chauffage, une bouteille de découplage dédiée à chaque usage. Ouais, pour découpler les températures de voilà, production. pour qu'on puisse y avoir une pompe à chaleur qui fait l'un et l'autre, et puis qu'elle puisse collaborer aussi par grand froid, par exemple. La PAC en construction neuve, donc tout le monde l'a compris, l'Aéro 2020 en 2025, eh bien, on ne pourra plus faire de 100%. J'en profite, on est déjà en 2025 en fait. Puisque les seuils, les deux seuils qui vont évoluer dans la réglementation, c'est le seuil sur le carbone construction qui est divisé par 2, je parle logement collectif, et le seuil sur le carbone énergie. Donc là vient réduire fortement l'impact, c'est ce qui est là. C'est plutôt lui qui est divisé pardon, par oui, deux. c'est celui-là qui est divisé. Voilà, pardon, vous avez raison. Pardon, j'ai commis une erreur. C'est le lycée énergie qui est divisé par 2 et lycée construction qui est légèrement 560 à 260. Voilà. Donc on a moins 40%. Merci de me corriger. Et donc soit il faut une solution soit bois, soit réseau de chaleur bas carbone, soit pompe à chaleur, soit hybride. Et là, il faut que la pompe à chaleur couvre environ 50% des besoins de chauffage. Et donc, je vais dérouler tout de suite. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, c'est des coûts d'investissement pour des bâtiments types. Donc là, on est bien en coût d'investissement. C'est en surcoût. Surcoût sur l'installation, hors taxe. Ça doit être hors taxe, j'ai un doute. C'est par rapport à une solution de référence gaz individuel pour un bâtiment de 40 logements, hors surcoût de raccordement électrique éventuel, hors traitement acoustique aussi. On voit que la pompe à chaleur géothermique, elle est plus chère, significativement. À noter qu'elle peut être aidée par un fonds chaleur ADEME qui peut financer une partie. Et fonds chaleur ADEME qui a été fortement renforcé, donc sur lequel effectivement je vous invite, en fonction des régions où vous êtes, à vous rapprocher de ce fonds chaleur parce que c'est ce qui peut permettre de couvrir ce surcoût, voire même le couvrir totalement. Tout à fait. Donc vraiment, l'enjeu de la pompe à chaleur géothermique, c'est qu'il faut l'anticiper, s'entourer des professionnels compétents pour le faire. Ça, voilà. On ne décide pas de le faire 2 semaines avant le permis de construire. La PAC RO collective à 100%, ou des solutions hybrides. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on diminue la puissance PAC, mais on se paye un raccordement gaz. Et donc, on a un coût qui est un peu plus compétitif pour un bâtiment de 40 logements. La PAC individuelle, je mets une petite PAC de maison individuelle, j'en mets une par logement. Donc là, c'est cher. On se retrouve avec des packs qui sont surdimensionnés pour des T1 ou des T2 et qui, en plus, il y a des risques de dysfonctionnement. La ligne d'après, c'est on met du chauffage électrique, on met une pompe à chaleur qui fait de l'eau chaude sanitaire et on surisole. Donc ça, pour des bâtiments compacts, qui ont des façades bois notamment, eh bien, je pense qu'il y a une opportunité. Par contre, ça ne marche pas pour des bâtiments. Ça marche moins bien pour des bâtiments peu compacts, mais pour un bâtiment compact, il y a peut-être un optimum technico-économique à trouver ici. C'est une solution qu'on voit énormément se développer, notamment sur la façade atlantique. Ah oui ? Aujourd'hui, oui. Et donc, et puis l'autre solution qu'on voit émerger, c'est je mets une pompe à chaleur de maison individuelle 3 kW dans les T4 et les T5, et dans les petits logements, je mets du chauffage électrique et un chauffe-eau thermodynamique. Et puis la dernière solution, donc là, il y a une petite mise à jour à faire sur le coût, puisque la solution vient d'avoir un toilettage chez l'industriel, mais je pense qu'on sera optimal quand même, c'est cette pompe à chaleur qui savait que chauffer le salon et qui faisait l'eau chaude sanitaire, mais du chauffage électrique dans les chambres. Voilà. Solutions donc qui sont à optimiser avec l'enveloppe et la performance de l'enveloppe. Alors en fonction des régions en fait. C'est vrai que ça c'est des solutions que moi je vois beaucoup cette fois-ci sur la côte méditerranéenne parce que très peu besoin de chauffage et donc ça fait juste la pointe et surtout l'avantage c'est que c'est aussi réversible. Alors les solutions qui sont réversibles, effectivement la petite dernière là qui chauffe que le salon, elle peut refroidir un petit peu. Là, le point important, c'est que c'est des surcoûts bâtis et système. C'est quand il y a un surcoût d'isolation à prévoir, eh bien, il est intégré. Oui, vous avez fait la somme du surcoût système et du surcoût bâti. D'ailleurs, c'est détaillé dans la fiche coût d'investissement.
Et on voit une distribution différente en 12 logements, les solutions collectives qui sont moins bien positionnées. Alors j'ai beaucoup de questions sur la réversibilité pour le rafraîchissement. Oui. Toutes ces machines sont réversibles. La grande majorité sont réversibles. Même si on a des machines qui font chaude sanitaire et chauffage. Tout à fait, ouais. L'enjeu pour être réversible, c'est d'avoir un émetteur qui le permet. Un radiateur ne sait pas refroidir. Si vous refroidissez un radiateur, soit vous sentez rien, soit si vous sentez quelque chose, c'est qu'il est froid et que ça va condenser dessus. Donc, et là, le surcoût... Par contre, on peut le faire pour les planchers. Oui. On peut le faire pour les planchers, c'est limité. On ne peut pas trop refroidir, on va gagner 2-3 degrés. On peut gagner un petit peu. On parle de rafraîchissement. Oui, voilà. Je parle bien de rafraîchissement, pas de climatisation. Et on a fait d'ailleurs des tests avec le syndicat des planchers chauffants Cochebat qui montre que en 2050, dans la moitié nord de la France, ça suffit pour tenir le confort. C'est important ce que vous dites là. Ça veut dire que quelque part, si on prend en compte le changement climatique, c'est une solution qui aurait tendance à être préconisée de passer en plancher chauffant et qui a l'avantage de rafraîchir juste tout ce qu'il faut de manière élégante et sans surcoût, sans rajouter d'éléments complémentaires dans le nord de la France. Tout à fait. Et dans le sud, eh bien, c'est compatible aussi, mais ça demande, et moi je trouve ça relativement intelligent, ça demande à ce que l'occupant, déjà il ait des bonnes occultations et pourquoi pas un brasseur d'air, et qu'il soit intelligent dans la gestion de son logement, mais c'est tout à fait compatible. L'occupant est toujours intelligent. Tout à fait. Celui qui l'est moins, c'est souvent le système qui permet à l'occupant de comprendre comment ça marche. Je rappelle que l'occupant est toujours intelligent, quel qu'il soit. C'est le client. C'est lui le client. Ce qui parfois n'est pas intelligent, c'est le système qui permet à l'occupant de comprendre comment ça fonctionne. Tout à fait. Et souvent, quand vous voyez les systèmes de pilotage qui sont mis en œuvre, je pense que ça manque d'ergonomie. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire sur l'ergonomie des systèmes de pilotage que l'on offre à nos occupants, qu'ils soient dans le logement social ou nos acquéreurs. Si on peut revenir juste à la slide d'avant, nous ce qu'on constate dans les études qu'on a pu analyser, là c'est vrai que là on a diminué le nombre de logements, donc c'est vrai que les solutions collectives et hybrides sont moins compétitives, mais c'est vrai que quand le nombre de logements augmente, c'est vrai que la solution hybride se positionne beaucoup mieux. Tout à fait. Mais je pense qu'on le retrouvera plutôt dans l'existant, où là on peut, en tout cas dans le parc social, avoir des tailles extrêmement importantes dans son immobilier. Oui, c'est vrai que les principes constructifs sont voilà, puis après ça va dépendre du niveau d'isolation qui serait, de rénovation du bâti. Moi je parlais comme le slide. Oui, c'est sur le neuf et c'est tout à fait juste. C'est pour ça que mais effectivement sur le parc de Réno, on va pouvoir retrouver ces... Je sais pas combien de temps il nous reste. Oh, mais beaucoup. Il nous reste encore à la mi-temps, plus de 20 minutes au moins. Un petit mot sur l'impact carbone. Donc là, on a jusqu'à maintenant parlé de l'impact carbone des consommations d'énergie. Dans la RE 2020 est encadré aussi l'impact carbone engendré par la fabrication des matériaux, dont les pompes à chaleur. Et c'est vrai que fabriquer une chaudière gaz individuelle, par exemple, ça mobilise moins de matière et ça émet moins de carbone que de fabriquer une pompe à chaleur. Il y a plus d'acier, plus de plastique, de fluide frigorigène. Et en plus, l'enjeu à date, c'est que les industriels des pompes à chaleur n'ont pas toujours justifier leur impact carbone, donc c'est encadré par des valeurs pénalisantes. Néanmoins, là, on voit ces derniers jours... C'est un sujet de fond, parce que vous avez raison, David, les retours d'expérience qu'on a de nos maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, c'est que les fiches génériques sont très pénalisantes sur ces solutions de machines. Et donc, vous avez des nouvelles de nos industriels qui produisent des fiches. Alors, déjà, côté... Des fiches PEP. Des fiches PEP. J'adore les acronymes en France. Donc, vous connaissiez les fiches FDES et maintenant vous allez connaître grâce au système technique les fiches PEP. Tout à fait. Donc, ils ont été faits en même temps. Oui, mais c'est vrai qu'on les utilisait moins jusqu'à présent parce qu'on utilisait les valeurs génériques. Or, avec ce qu'on vient de dire sur également l'évolution de lycée construction, donc l'indicateur sur le poids carbone de la construction, l'impact du système CVC est loin d'être négligeable. Je le vois plus d'ici, mais on parle de combien au total le lot CVC Le lot CVC, si on fait, pour certaines, on va dire, à date, on va avoir un IC Construction qui va bondir de 20 kg de CO2, 25. Alors, je rappelle, le seuil de lycée Construction aujourd'hui, il est à 740. Ouais. Il doit passer dans la 2025 à 600... Je sais 680 ou 680. Quelque chose comme ça. De cet ordre-là. Donc vous voyez que gagner 20 kg de carbone, ça compte. Ouais. Pour donner un ordre... Ce qui vous permet de passer le seuil 2025 ou pas, par exemple. Pour donner un ordre de grandeur très concret, c'est que si vous voulez gagner 1 kg de CO2 sur le lycée Construction, ça va vous coûter entre 0,4 à 1 euro
de surcoût par kilo de CO2 économisé. Donc si votre système que vous choisissez, il est mal encadré par des fiches PEP et qu'il engendre une hausse de 10, c'est un coût de construction qui augmente de 5 à 10 à date. Mais ça va beaucoup évoluer. L'autre information, en tout cas, c'est discriminant pour choisir un industriel, vraiment. Dès qu'on aura appliqué les seuils 2025, je pense que le critère de choix des solutions Donc dans 10 mois. Beaucoup. Les seuils 2025, c'est le 1er janvier 2025 et l'air de rien, c'est dans 10 mois. C'est des opérations qu'on commence à étudier. Exactement. Voilà. En fait, on est dedans en réalité. Je reviens sur les coûts. Vous avez monté les surcoûts d'investissement. J'ai beaucoup de questions sur les coûts de gestion, coûts de maintenance, les charges pour les locataires. On l'aborde après. Ouais, ce sera abordé après. Je peux l'aborder maintenant si. Non, je vous laisse. C'est juste si c'est abordé après. Faut pas qu'on oublie. On n'oublie pas. Voilà. Donc, point important dans la sélection d'industriels, c'est discriminant. Il va falloir chercher ceux qui ont des impacts carbone faibles. Donc en fait, on a une triple discrimination. C'est le poids carbone de la machine ou des machines, la performance saisonnière en fonction du régime climatique, et puis le coût d'exploitation, maintenance et la durée de vie de la machine. Et je rajouterais la capacité d'accompagnement de l'industriel dans la conception jusqu'à l'exploitation. Voilà. Alors là, vous m'emmenez sur un autre sujet, qui est le commissionnement dont on parle beaucoup, sur la capacité effectivement d'entraîner l'industriel avec l'installateur, sur la garantie, entre guillemets, c'est pas une garantie totale, mais sur le bon accompagnement, de la bonne mise en œuvre, du bon équipement au bon endroit et installé suivant les prescriptions nominales de l'industriel. Et c'est un sujet qu'on pourra aborder dans une prochaine émission, parce que je crois que ça va devenir clé pour ces machines, encore plus que ça ne l'était pour les installations gaz et ventilation précédemment. L'autre point que je voulais ajouter sur ce sujet, c'est que bien souvent, les solutions individuelles ont un impact carbone sur les lycées construction supérieur. Donc c'est encore ce qui va flécher un peu plus vers les solutions collectives. Donc ça, c'est une marche technique à passer importante. On multiplie le nombre d'équipements. Voilà, on mutualise. Quand on a un individuel, on multiplie. Pour autant, effectivement, c'est ce qui était en train d'être dit, mais ce qui a été dit, mais on est parti d'une situation où il y a 2-3 ans, il n'y avait aucune fiche PEP existante sur ces équipements. Donc là, on voit que tous les équipementiers, ils vont à marche forcée. Il y a un petit peu de retard dans les validations, je dirais, des fiches. Il y a un petit peu d'embouteillage, mais on voit arriver beaucoup de fiches PEP sur ces équipements qui font que le poids carbone va baisser. Plus effectivement des nouvelles usines qui s'ouvrent, qui cherchent à aller chercher la performance carbone de ces équipements, et surtout beaucoup d'usines, du coup je passerai rapidement quand on en parlera tout à l'heure, mais qui s'ouvrent en France et en Europe, ce qui là aussi... Pour bénéficier d'une énergie décarbonée dans les usines. Notamment. Ce qui abaisse le poids de... Notamment, et puis ce qui baisse le poids du transport, etc. Donc, non mais enfin, ce qui c'est vrai tend à faire baisser, comme on joue maintenant à 5-10 kg de carbone près en ACV. De ces équipements. Tout à fait. Les enjeux de conception. Donc les packs collectifs, je vais parler uniquement de packs collectifs ici. Une pompe à chaleur RO collective, elle brasse 5000, 10 000 m3. Donc il ne s'agit pas de la confiner, c'est l'erreur qu'on voit le plus fréquemment. Il faut la laisser à l'air libre autant que possible. On peut la mettre le plus de bruit à l'air libre. C'est un enjeu. Non, l'enjeu c'est celui-là, c'est qu'effectivement on l'a connu dans le tertiaire, c'est de les laisser à l'air libre, mais avec le plus possible d'orientation, voire de protection acoustique si nécessaire, pour éviter le phénomène du bruit tout en maximisant la ventilation de la machine. Il y a aussi un enjeu visuel. Et puis un autre enjeu que vous avez évoqué, c'est que 90% des PLU considèrent que cette émergence en hauteur rentre dans la hauteur totale de l'immeuble et donc nous empêche de faire un étage. Donc là aussi on a un sujet réglementaire avec les administrations locales qui font les PLU, de manière à obtenir une dérogation systématique de l'émergence de ces machines. Ça ne rentre pas dans la hauteur. Et quand je parlais de visuel, c'est que même si elle ne fait pas de bruit, le riverain qui la voit l'entend. Il y a quand même ce sujet-là, enfin, ça fait partie des freins levés. Tout à fait, Alban. On a déjà donc cette pompe à chaleur, c'est la slide d'après, on peut la confiner, la gainer pour la mettre à l'intérieur et puis qu'à travers des gaines, elle capte les calories sur l'air extérieur. Mais on met des fluides frigorigènes de plus en plus bas carbone, inflammables, c'est de plus en plus... les fluides frigorigènes bas carbone sont souvent un peu plus inflammables et c'est compliqué de les mettre à l'intérieur. Donc, au maximum, il faut les positionner à l'extérieur.
et pas de pompe à chaleur dans le parking, voilà, parce qu'à date, c'est pas encadré par la réglementation. 10 000 m3, on va potentiellement perturber le disenfumage. S'il y a des flux frigorigènes inflammables, il y a des risques incendies qui sont à encadrer. On a fait remonter à l'administration ce vide réglementaire là qu'il faut traiter pour que peut-être à terme on pourra utiliser le parking. Donc un enjeu acoustique, il y a des réglementations acoustiques qui encadrent l'acoustique vis-à-vis des voisins et vis-à-vis des occupants. Ça s'anticipe et je vous invite à missionner des acousticiens. Le gros sujet, en fait, c'est la réglementation sur les émergences, principalement de nuit, ou dans un environnement calme, l'émergence de la machine et les fréquences acoustiques de la machine, qui ne sont pas les données nominales de l'industriel, qui vous donnent encore une fois des puissances moyennes dans un espace libre. La valeur donnée par l'industriel ne permet pas de la prendre telle qu'elle pour faire une installation. C'est ce que vous nous dites, en fait. Oui, alors déjà, les valeurs des industriels, elles ne sont pas exprimées. C'est très compliqué de comparer acoustiquement les pompes à chaleur parce qu'il y a une notion de pression et de puissance acoustique. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant. Et puis, il faut prendre en compte son environnement, la réverbération éventuelle, la distance vis-à-vis du voisin. Donc, vous l'avez dit, c'est dépendant du bruit environnant. Un bâtiment dans un environnement calme, eh bien, demandera un traitement beaucoup plus précis qu'un environnement bruyant. Et l'acoustique, c'est une réglementation où c'est la performance réelle, c'est la mesure sur site qui fait foi. Donc voilà, c'est pas théorique. Donc il faut très en amont faire venir un bureau d'études acoustiques autant que possible. À l'AFPAC, on est en train avec le GIAC, qui est un consortium d'acousticiens, de définir un guide qui va nous permettre, en amont des projets, soit en audit, soit en construction neuve, de comprendre quels sont les cas qui vont être problématiques, dans lesquels je vais avoir du traitement acoustique à prévoir, et les cas où ça se passe. Vous avez une idée du surcoût? C'est une question surcoût pour le traitement acoustique Alors ça dépend du surcoût, du type de traitement, mais si c'est un mur acoustique qui fait le tour du groupe de pompe à chaleur qu'on va mettre en œuvre, on est aux alentours de, on va dire, 5 à 15 000 euros, quelque chose comme ça. 5 à 15 000 euros pour un mur acoustique. D'accord. Voilà. Après, si mais effectivement, c'est le prix de la tranquillité. Parce qu'on ne la voit plus, donc on l'entend moins. Non, mais ça vous donne l'ordre de grandeur sur le traitement acoustique. Vous reviendrez après, Ludovic, sur le lycée construction, quand on a des solutions hybrides, PAC et gaz, mais je vous pose la question, vous y répondrez après. D'accord. On peut mettre les pompes à chaleur à l'intérieur. C'est pas la solution miracle, puisque la pompe à chaleur, son ventilateur, il peut pas souffler à travers des gaines qui font 10 mètres. Donc on est à 1 ou 2 mètres de la façade. Et puis on débouche en façade. Donc il faut faire attention à ce que cette grille qui débouche. On peut mettre un filtre acoustique, mais il y a une nuisance acoustique qui émerge. Il faut faire attention à la distance vis-à-vis des fenêtres. Et souvent, eh bien, on la met au rez-de-chaussée, ça grignote un peu d'espace, de la chabe. Donc voilà, c'est une raison de plus pour au maximum les mettre en toiture, ces pompes à chaleur. Les solutions hybrides. Qu'est-ce que c'est qu'une solution hybride? On met en place une pompe à chaleur qui fait ce qu'elle peut, et puis à un moment, quand elle n'est plus en capacité de subvenir à l'ensemble des besoins du bâtiment, le gaz prend le relais. Soit on coupe la PAC, et le gaz prend le relais complètement, là c'est un système alterné, et puis soit la pompe à chaleur, elle continue de faire ce qu'elle peut, et le gaz vient en addition de la pompe à chaleur, et là on est en fonctionnement simultané. Je dis ça parce qu'en fait, ça a un impact sur le schéma hydraulique, sur la régulation, et un impact sur le taux de couverture de la PAC. Si vous voulez que la PAC ait un bon taux de couverture, il faut que ce soit un fonctionnement simultané, ce qui n'est pas le plus simple en termes de régule et de schéma hydraulique, mais ce qui est vraiment le plus performant en termes de décarbonation. D'ailleurs, la RE 2020, en base, considère que les solutions fonctionnent de manière simultanée. Sinon, on partage la vision. Alors justement, on profite qu'on est sur l'hybride. En IC Construction, si c'est une solution hybride, chauffage gaz simultané et PAC, ça augmente le poids carbone? On va dire on est souvent un peu inférieur parce qu'on diminue le nombre de PAC drastiquement. D'accord. Donc en fait, si on répond à lycée question sur lycée construction, moins de flux frigorigène, en fait on baisse lycée construction et des solutions hybrides? À date, oui. Avec les PEP de demain, peut-être pas, mais peut-être pas. À date, oui. Mais ça resterait a priori à peu près équivalent. Oui, enfin, il y a un surcoût carbone significatif quand on fait de l'hybridation, mais qui est un peu moins fort que quand on fait du 100% PAC. Ouais. Je crois qu'il faut avoir de l'humilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aux prémices d'une révolution qui est en marche depuis quelques temps. Et c'est vrai que sur ces données-là, c'est l'expérience, c'est de l'accompagnement qu'on doit faire tous ensemble pour
pour se faire une religion sur ces données. C'est vrai qu'on a des tendances qui sont en train de se dégager, qu'il faut Mais si je vous valider. suis sur le système hybride, ce serait donc un essai construction inférieur ou équivalent, un gain en puissance, moins de fluide frigorigène, et donc aussi éventuellement si on est en pack collective, moins de puissance, donc moins de problèmes acoustiques puisque Tout à fait. moins d'unités extérieures. Donc, Donc ça peut être une solution. En résumé, c'est la somme des avantages de chacune des solutions. Avec en plus. À date, Il y a match. à date Non, je sais que tu les réponds, tu les réagir. Mais avec en plus un système, on en parlera tout à l'heure, un impact sur le raccordement électrique, puisqu'on diminue la puissance des machines en termes électriques. Après, il faut garder l'esprit, dans toute la réglementation, et en particulier les labels, l'hybridation est autorisée avec des limites de prise de puissance. On est dans le rapport 70-30. Donc ça sera de toute façon dans ce contour-là, le gaz. Ça peut évoluer, puisqu'on nous demande des retours d'expérience. Donc, oui, aujourd'hui, globalement, aujourd'hui, même les dispositifs d'aide, etc., sont basés, on le voit sur le rapport 70-30. Sur le rapport 70-30. doit couvrir 70%. Oui, j'entends ce que vous dites, mais je ne voudrais pas que les aides prennent le pas sur la physique. Non, mais parce qu'après, il y a le reste à charge où on se positionne quand même bien avec de l'hybridation. Après, voilà, faut étudier les deux. Il faut se faire sa religion. Vous étudiez les deux solutions, puis vous allez vous rendre compte qu'un certain nombre de données vont arbitrer vos choix. Ouais, en réalité, on revient sur l'arbre de sélection et la nécessité vraiment pour le triptyque maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre au sens large, parce que ça concerne évidemment les architectes avec l'enveloppe, les traitements acoustiques, les protections solaires, on en a parlé. Donc le triptyque maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, archi plus ingénierie et industriel devient... cette réflexion en amont devient quasi indispensable. Chose qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de faire, que de faire venir les industriels aussi pour proposer des solutions. En tous les cas, dans la période actuelle, où on n'a pas d'habitude, on n'a pas le retour d'expérience suffisant pour dire voilà les solutions en fonction des typologies. C'est pour ça qu'effectivement, et les solutions vont être évolutives aussi, avec quand même cette perspective, je vous rappelle, qui est quand même la décarbonation quasi totale de l'énergie entrante dans le bâtiment à l'horizon 2050 pour respecter la neutralité carbone. Donc il faut quand même avoir en tête il y a cette étape intermédiaire avec cette vision à l'horizon 2030 de décarboner quand même de l'ordre de 60% par rapport à 2019, aux émissions de 2019. C'est en gros ce qui est demandé dans le bâtiment. Donc ça nous fait une marge très rapide à avoir en 7 ans et qui permet l'hybridation et qui justement, on retrouve ce coefficient 70-30 même dans l'acceptation des solutions. Et l'étape d'après, c'est zéro carbone. Oui, on l'évoquera, c'est sur l'ensemble du parc immobilier. Oui, et puis l'enjeu, c'est décarboner le vecteur énergétique avant tout. Après, pas que le vecteur énergétique, parce que c'est vrai que lycée construction, on pousse. C'est vrai que les RT traitaient beaucoup l'exploitation et la dimension énergétique, mais la RE 2020, seuil 2028, va demander aux industriels de dire maintenant, on s'occupe aussi de la phase conception de l'empreinte carbone des matériaux que vous produisez, des équipements que vous produisez. Et c'est vrai que là, on est en train de répartir l'effort entre d'un côté les systèmes énergétiques et de l'autre côté les matériaux. Et j'insiste sur ce que disait David, et les enveloppes. Parce qu'en fait, il y a un travail, je dirais, symbiotique, oui. si je puis me permettre ce terme, entre le travail sur l'enveloppe et le coût de l'enveloppe. Et c'est d'ailleurs dans les surcoûts que vous présentiez, il y avait bien un surcoût qui intégrait l'enveloppe, le surcoût sur l'enveloppe et le surcoût sur le système, et un travail technico-économique sur l'enveloppe et les systèmes. Les seuls systèmes qui nécessitent un renforcement de l'enveloppe, c'est ceux qui font intervenir un peu de chauffage électrique. Tous les autres systèmes hybrides ou 100% thermodynamiques passent l'ensemble des seuils sans problème. Un autre point, je pense, important sur le sujet de l'hybride, c'est qu'est-ce qui va se passer en réalité lors de l'exploitation. On constate régulièrement, et c'est l'enjeu de commissionnement, un abandon de la pompe à chaleur parce que la chaudière gaz a été dimensionnée pour couvrir l'ensemble des besoins. Donc il va falloir être attentif en exploitation pour que la PAC joue réellement son rôle. Il va falloir être attentif en 100% PAC aussi, techniquement, il y a des enjeux. Oui, mais là, c'est vrai que quand vous hybridez, vous avez deux équipements. La solution de facilité, c'est de se dire, voilà, la chaudière gaz est dimensionnée pour 100% des besoins. Nous, on est vigilants à ce point-là, c'est pas une chaudière déguisée, qu'on soit bien d'accord. Voilà, c'est vraiment de l'hybridation. Et justement, sur la phase exploitation-maintenance, il y a des vrais travaux qui sont menés au sein de GRDF, notamment avec le caustique, pour embarquer la filière. Le caustique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre
Pardon? Ah non, on essaye d'éviter les acronymes dans nos webinaires. Je ne sais pas ce que veut dire le caustique si je... C'est le centre technique sur le oui, mais du génie climatique, Ouais, on va dire. c'est Oui, le moi non centre. plus. Je ne sais pas non plus l'acronyme. Voilà, l'acronyme, je ne le connais pas. Bon, mais en bah tout cas, voilà, ça nous apprendra. Ça dépend de la Fédération française du bâtiment. Alors, ça dépend de la FFB, c'est le centre technique d'accompagnement à la formation et aux guides techniques qui sont produits sur l'exploitation des systèmes techniques de CVC. Et là, ça veut dire que ça implique des contrats de performance avec un suivi de la performance. Et ça, de toute façon, c'est déjà nécessaire. Alban, on va essayer la prochaine fois, on fera venir les représentants de l'AFPAC pour leur faire part de nos demandes régulières, de disposer de contrats de coûts d'achat, commissionnement, maintenance. Non, mais c'est ce que travaillent beaucoup les exploitants, là, du coup, les contrats de performance énergie et carbone maintenant, puisqu'ils ont intégré, on parle de plus seulement de CPE ou de CPEC. Effectivement, et le travail en lien avec les équipementiers, c'est-à-dire que effectivement, on voit ce rapprochement aussi se faire sur l'accompagnement dans la durée de l'équipementier, sur la formation de l'ensemble des équipes, sachant que la particularité d'une pompe à chaleur par rapport à une chaudière gaz, c'est le fait que les chaudières gaz, en fait, quel que soit l'équipementier, les brûleurs se réglaient à peu près de la même manière. C'est pas le cas pour la pompe à chaleur. Il faut bien avoir la formation adaptée à chaque type d'équipement. Oui. Donc ça, il y a tout un travail qui est en train d'être fait aussi au niveau des exploitants. Tout à fait. Je pense que les points clés, parce qu'on va finir par le traiter maintenant, ce sujet du commissionnement, c'est que, parce qu'il faut un commissionnement adapté à la taille des ouvrages et au process actuel de conception. C'est clair que nous, maîtres d'ouvrage, on ne mettra jamais 2% du coût de construction de commissionnement. Donc, un truc s'il n'y a pas un avantage derrière. Le grand minimum, je pense, c'est imposer à l'installateur d'aller se faire former chez l'industriel, parce que des fois, il rechigne à y aller. Prendre les missions auprès de l'industriel pour accompagner à la mise en service. Dans nos contrats, c'est difficile à mettre en appareil. Oui, après, il y a la problématique de l'achat. Je vous donne des préconisations, vous en ferez, vous les utiliserez au mieux. Mais donc, à date, déjà, un bureau d'études fluides. Je ne suis pas objectif là-dessus, mais poursuivre le chantier, et pourquoi pas un industriel qui accompagne sur la mise en service. Et moi, ce qui est très important pour les premières années d'exploitation, c'est que l'exploitant croise l'installateur et l'industriel. L'industriel, il a parfois envie de suivre l'exploitant, mais il ne le connaît pas. Et cette garantie de parfait achèvement là, des premières années qu'il y a un flottement, nous, ce qu'on rêve, j'espère que ce ne sera pas un rêve, c'est que les promoteurs missionnent un exploitant pour les premières années d'exploitation, et que ce dernier soit invité lors de la mise en service pour qu'il puisse être sensibilisé sur le fonctionnement général de la solution. C'est peut-être des choses allemandes qu'on peut réfléchir dans le cadre de nos VFAN. Non, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'avantage que ça apporte pour l'exploitant et le coût supplémentaire. Imposer à l'installateur l'exploitation, ça va le faire réfléchir sur la qualité de mise en œuvre, puisqu'il va gérer la difficulté pendant les 2 années suivantes, ou les 3 années suivantes. Et effectivement, c'est des moments qu'on voit chez certains bailleurs, d'imposer à l'acquisition, alors soit en maîtrise d'ouvrage direct, que l'installateur effectivement soit exploitant, y compris sur les installations gaz, soit exploitant sur les 2-3 premières années. On sait que la première année déterminante pour le réglage de l'installation est arrivé à son optimum, et quand on sait qu'on va devoir entretenir éventuellement avec les pénalités en face pendant 2-3 ans, je pense qu'on a une qualité de réalisation qui est différente, on a une qualité de conception, voire d'interrogation du bureau d'études sur comment je vais pouvoir exploiter, donner des organes d'exploitation beaucoup plus faciles. Et donc effectivement, je pense que c'est une bonne solution. Alors ça complexifie complètement le sujet. Ça pose la question aussi de la disponibilité des pièces détachées dans le temps. Je pense notamment aux cartes électroniques de contrôle-commande, les choses comme ça. Question qu'on ne posait pas sur les chaudières. Et en plus, là, il y a eu une enquête là, publiée par l'UFC que je choisis. Alors, c'est vrai que c'est plutôt sur le marché. Ah non, Ludovic, non. Pas la PAC à 1 euro dans cette enceinte. Pas du tout. Non, justement, au contraire, ils disent qu'il y a très peu de personnes qui ont souscrit à une solution PAC à 1 euro. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est important de maintenir son équipement. D'ailleurs, c'est plus ou moins fait.
il y a eu un taux de remplacement. Il y a à peu près un tiers des machines qui ont subi des défaillances. Donc c'est ça, je pense qu'il faut vraiment encourager et engager les installateurs à se former, à bien dimensionner et à bien maintenir derrière pour éviter ces contre-réformes. Les installateurs et les mainteneurs. Et les mainteneurs. Alors, Parce que ça... c'est la prochaine fois. Engagé sur 3 ans. La prochaine fois, on fera venir le président de la ICVF et le président de l'UMGCP pour parler de ces sujets-là avec l'AFPAC. D'ailleurs, le président de l'UMGCCP, j'ai entendu parler de contrat de passation. Et je pense que c'est. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà. C'est une réflexion qu'on mène avec le président de l'UMGCCP sur ces propositions avec les industriels de l'AFPAC. Parce qu'encore une fois, il y a une question de coût derrière. Et il est hors de question qu'on supporte des coûts supplémentaires sans qu'il y ait un avantage supplémentaire conséquent qui permette d'absorber le coût supplémentaire qu'il pourrait y avoir au commissionnement. Moi, je pense qu'il faut bien regarder le coût que ça coûte en SAV. Oui, bien sûr, mais on est bien d'accord. Mais comprenez notre position de maître d'ouvrage. Il faut que nous puissions justifier, avec les garanties ad hoc, qu'il y a bien une réduction, une maîtrise des coûts de maintenance-exploitation si on réinvestit plus dans les coûts de mise en œuvre ou de machines. Donc cet équilibre, c'est les industriels et les installateurs qui doivent nous accompagner. Moi, en tant que maître d'ouvrage, on n'achètera pas une machine plus chère si on n'a pas plus de garantie qu'avec une machine lambda. En tout cas, ce process de suivi, là, je sais pas, peut-être que ça peut se vendre comme une offre, un pack sérénité, c'est-à-dire qu'on achète un logement et on est certain qu'il sera bien exploité et qu'on n'aura pas de problème. Je vous invite à nous aider à ce qu'on puisse vendre ce pack sérénité dans nos bulles de vente et que nos commerciaux soient formés à cela. Ça a commencé à se faire sur certains projets, notamment sur les... ouvrons la voie. Les AMI du Grand Paris, ça se faisait avec l'intégration du contrat de performance énergétique dès la création du programme, en fait. Le temps file. On va essayer d'aborder un petit sujet peut-être sur les fluides frigorigènes, parce qu'il y a une nouvelle réglementation européenne qui vient de passer, et tous les fluides frigorigènes dits HFC seront progressivement interdits entre 2025 et 2027. Donc là aussi, point d'attention sur la sélection de vos machines. Tout à fait. L'avantage, c'est que moins les fluides frigorigènes sont avec un pouvoir de réchauffement climatique, plus votre IC construction est bas. Donc, le fluide frigorigène qu'on voit émerger dans les offres industrielles, c'est le R290, c'est du propane, qui a un impact carbone dérisoire comparé aux fluides frigorigènes qui sont courants actuellement. Son enjeu, c'est qu'il est inflammable. Donc, on peut mettre les packs à l'intérieur, mais il y a des contraintes de sécurité à respecter. L'enjeu, c'est cette norme européenne qui va encadrer le volume de fluide frigorigène qui va être mis sur le marché. Et donc, si on va s'assurer de trouver des fluides frigorigènes lors des futures maintenances dans 10 ou 15 ans, même si il est annoncé que cette norme, les quotas seront dimensionnés pour permettre la maintenance des pompes à chaleur existantes. Aussi, il faut, je pense, dès aujourd'hui privilégier des fluides frigorigènes bas carbone. Oui, sachant que dans la réglementation européenne, ce qui est dit, c'est qu'ils veulent aussi privilégier le réemploi des gaz frigorigènes quand ce sont des gaz frigorigènes à haut pouvoir de réchauffement climatique. Okay. Donc là, par exemple, on voit quasiment que le CR 410, il est interdit dès l'année prochaine, quasiment. 2027, donc on a encore un petit peu de marge. D'ailleurs là on voit, on était à Energy Meeting hier, on voit vraiment une offre industrielle émerger qui va, je pense, pouvoir répondre à ce calendrier. L'enjeu, c'est pour les packs RR, quand on a un réseau de fluides frigorigènes qui circulent dans le bâtiment. À date, on connaît très peu d'alternatives techniques et donc pour certains marchés, je pense qu'en logement c'est compliqué. Faire circuler du propane à l'intérieur, ça va... Voilà, non, en fait on ne fait pas circuler du propane, c'est dans le flux frigorigène qu'on utilise. Par contre, en cas de fuite, il faut prévoir les précautions, parce que le propane est un gaz qui est plus lourd que l'air et qui a l'inconvénient de rester au sol, et il se concentre au sol et peut être explosif s'il y a une étincelle. Donc c'est le sujet du propane. C'est le concentré, donc très très loin du logement. Oui, il faut prendre des mesures de ventilation ad hoc qui permettent de limiter le risque en cas de fuite. Il nous reste peu de temps, donc si j'ai un seul mot à dire sur la rénovation, c'est le lien, de manière générale, il y a un enjeu, là on parle beaucoup du générateur, sur la maîtrise des températures et la qualité du schéma hydraulique, et c'est encore plus vrai en rénovation, c'est-à-dire qu'en rénovation, on ne vient pas juste changer le générateur, il faut s'assurer que le réseau de distribution est bien isolé, est bien équilibré, pour qu'il puisse, pour que les températures à produire n'augmentent pas.
À date, au cœur de l'hiver, dans un bâtiment existant qui n'a pas suivi de rénovation thermique, on va avoir besoin au cœur de l'hiver de 80 degrés. Si vous avez changé les fenêtres et isolé la toiture, on va descendre à 70, qui est compatible avec une pompe à chaleur, haute température, mais on commence à être en limite de compétence et au vu de la maturité de la filière, je vous repasse cette carte. C'est là que peut intervenir l'hybride et l'isolation du bâtiment. On revient sur l'hybride, parce que j'ai encore une question. En fait, ce qui va être équivalent ou inférieur, c'est l'IC construction, donc le carbone, mais le coût, on l'a montré dans l'hybridation, il y a un surcoût du fait d'avoir 2 installations, ou pas. Alors, ça va aussi dépendre de l'équilibre puissance. C'est l'impact économique que j'ai affiché tout à l'heure. Il y a match entre les 2 solutions et l'hybride s'en sort un peu mieux pour les solutions les bâtiments de grande taille, et la pompe à chaleur peut tirer son épingle du jeu pour les bâtiments de petite taille. Là on parle bien, les coûts que j'ai affichés, c'est des coûts où la pompe à chaleur ne fait que 40-50% du taux de couverture. Si on veut décarboner plus franchement, l'écart entre les 2 solutions se resserre. Le point que je voulais dire vraiment, c'est que si votre bâtiment existant qui a des niveaux de température élevés, vous lui associez une rénovation globale du bâti, de l'enveloppe thermique, vous allez drastiquement descendre ses besoins de température. Et si on intervient aussi pour la réfection de ces réseaux de distribution et autres, eh bien on peut envisager pourquoi pas une solution 100% thermodynamique. Voilà. Nous à date, c'est que dans ces conditions-là que globalement, je pense que c'est ce qui est anticipé par les bailleurs. C'est la rénovation lourde où je traite le bâti et les équipements, on pourra aller vers ces solutions. La solution où je veux aller juste changer l'équipement pour décarboner sans intervenir sur le bâti, il faut que j'aille plutôt sur des bâtiments qui ont déjà une performance énergétique satisfaisante. Alors c'est ça qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'un bâtiment RT 2005, il a des radiateurs à 70 degrés quand même, parce qu'il a été dimensionné pour ça, et je peux difficilement diminuer cette température, parce que ça demande d'intervenir sur le bâti. Vous êtes en train de dire qu'il faut rénover des bâtiments RT 2005 ? Si on veut tenir la décarbonation, les objectifs de la neutralité carbone, il faut faire une boutade sur la durée de vie de nos immeubles. Je vous laisse continuer, David. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur ces sujets. Dans l'existant, il y a un enjeu de capacité de portage de la toiture terrasse. Il faut être vigilant. Oui, d'ailleurs, j'ai une question. On me dit, est-ce qu'il faut toujours surélever les machines de 40 à 80 cm par rapport à la terrasse ? Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a une réglementation, il y a un DTU qui encadre le type de support. Pour nous, il n'est pas très clair. En fait, ce qu'il dit, c'est que si votre machine elle fait un certain encombrement et un certain poids, eh bien vous êtes obligé de la surélever pour que le technicien qui va venir examiner les relevés d'étanchéité, l'étanchéité qui est dessous, puisse constater sans démonter la PAC. Là où il y a un biais, c'est que ce DTU nous dit si la PAC est démontable, eh bien on peut la poser au niveau de l'étanchéité. Démontable, donc déjà je ne sais pas ce que ça veut dire, et il faut être pragmatique. Même si elle est démontable, c'est pas le technicien de l'étanchéité qui va venir la démonter. Donc en fait, la question, c'est la hauteur dépend de la capacité qu'on aura à aller vérifier l'état de l'étanchéité en dessous. C'est ça. Donc si je mets un petit réseau qui permet de mettre des caméras à 3 €... Je sais pas si ça marche. Ça. En tout cas, on a fait remonter... répond à la commande. On a fait remonter faire une solution d'effet équivalent, en tout cas de la loi ESSOC. Le deuxième cas depuis 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut la hauteur des machines, un impact fort, leur encombrement aussi, et il faut penser à la maintenance. Non, mais comme on a effectivement ce problème avec les PLU qui, pour le moment, n'ont pas bougé, et on appelle encore de nos voeux l'administration à passer un décret rapidement qui permette au niveau national de sortir la hauteur de ces machines des règles de hauteur, on y gagnera tous. En tout cas, dans la pratique, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est certains acteurs qui posent les pompes à chaleur sur l'étanchéité. Il y a un enjeu d'entretien de cette étanchéité. Moi, je pense qu'il faut mettre le sujet sur la table. D'accord. Donc, en fait, le sujet, la hauteur est liée à l'accès dont on aura besoin pour réparer une étanchéité si elle est endommagée. J'ai parlé de la structure, le raccordement électrique. Dans le neuf, je pense que les promoteurs et bailleurs ont l'habitude d'anticiper. Oui, mais on voit qu'Enedis nous demande de plus en plus d'argent pour les raccordements. Il a fait passer des accords à la Creux qui nous coûtent de plus en plus cher. Que Enedis n'est pas toujours totalement transparent sur les besoins de puissance et la manière dont il va nous imposer un nouveau transfo
ou des renforcements de raccordement. Donc c'est un sujet qui se pose aussi dans le neuf. Hein. Mais on a l'habitude de l'anticiper, alors qu'en rénovation, c'est un peu plus compliqué. Pour un bureau d'études fuite qui fait un audit, d'anticiper, de pouvoir conseiller son maître d'ouvrage et lui dire si on part sur telle solution de pompe à chaleur, ça va impliquer tel surcoût de raccordement. Voilà, c'est pas simple à date. On est en train, avec l'AFPAC et Enedis, de collaborer pour faire un guide qui va permettre de synthétiser, de vulgariser les grands enjeux. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez une PAC qui fait plus de 400 kW, c'est-à-dire 300 logements, on va dire, BBC, eh bien, vous pouvez être sûr qu'on va vous demander un transformateur sur site. Donc en rénovation, c'est un gros enjeu. Mais là, on est dans des cas extrêmes. Si vous avez une hausse de puissance qui est de 120 kVA, là, on va sûrement vous demander d'intervenir sur le réseau urbain et d'aller tirer un câble supplémentaire pour aller au transfo. Et le coût est à la charge du maître d'ouvrage. Oui, De 60... Merci, Enedis. D'ailleurs, attention, parce que ce sujet que vous abordez, pour nous, il est crucial parce que viennent se cumuler aussi les demandes de puissance supplémentaire pour les installations de raccordement des véhicules électriques. Donc si vous cumulez les deux, l'effet peut être explosif en termes de coûts et de besoin de raccordement. Je pense que c'est un point vraiment, nous on va le rappeler à nos adhérents, mais c'est vrai que c'est un point en rénovation extrêmement important, puisque c'est quelque chose sur lequel on peut assez facilement passer et s'apercevoir au moment où on va vouloir faire, d'avoir une vraie difficulté. Il y a une grosse difficulté en termes de délai, en termes de coût, mais en termes de délai aussi. En termes de délai, il faut programmer le raccordement, il faut le renforcement de raccordement, c'est 6 mois, un an. Effectivement, ces points-là sont étudiés avec l'AFPAC, sont étudiés avec l'ADEME, sont étudiés... Je pense que le raccordement électrique aujourd'hui est un des points... Je vois juste un petit complément. Et je rappelle qu'on a des offres d'assistance au raccordement. Merci, effectivement, EDF a des offres d'assistance pour aider au raccordement avec Enedis. C'est pour ça que l'hybride est intéressant, parce que finalement, comme on est... Oui, ça peut être aussi à nouveau un avantage. Une solution de tu aborderas la question sur le coût de l'électricité qui augmente sans cesse. Est-ce qu'il n'est pas dangereux et inconscient de préconiser du tout électrique, car nous risquons d'amener les locataires à la précarité énergétique, terme financier. Tu répondras tout à l'heure. Je voudrais juste, et puis je vais peut-être finir maintenant, après ça, un complément, parce que j'ai décrit les cas les plus problématiques. Il y a quand même un certain nombre de cas où on regarde les capacités du raccordement existant, et régulièrement, le câble qui passe devant le bâtiment est suffisant. On n'a peut-être parfois pas d'intervention à faire, ou juste une intervention sur le raccordement concret au câble qui passe au pied du bâtiment pour encaisser la puissance des pompes à chaleur. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ludovic, tu as la zapette. Oui. De combien de temps disposons-nous? Parce que je vois qu'il est 18... allez. Alors, hop. Tac. Alors, pour rappel, le temps étant toujours limité, vous aurez évidemment accès à cette présentation. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on a répondu au fil de l'eau, d'autres pas. Donc on essaiera d'y répondre avec le retour... pour les participants avec l'accès à la présentation et aux questions auxquelles on emmènera des réponses par la suite. Donc pardon d'avance à nos auditeurs qui ont posé des questions que je n'ai pas posées ou qui sont encore en cours au fil de l'eau. On essaiera d'être complet lors du service après-vente du webinaire. Ludovic. David, tu veux peut-être te dire une dernière fois, je t'entendais. Non, c'était juste une des fiches qu'on a fait pour l'USH et l'FPI, merci. C'est un arbre de décision, donc il y a le catalogue des solutions, mais il y a aussi un arbre de décision en rénovation, suivant quel système j'ai à l'état initial. Est-ce que je rénove le bâti? Combien de logements j'ai? Quelles solutions PAC sont compatibles, et puis quels sont les grands enjeux et les difficultés. Voilà. Là, on nous demande, il y a plusieurs questions qui nous demandent de remontrer l'arbre de décision. On ne peut pas le faire, mais la prochaine fois, on le mettra peut-être tout le temps. Puis il est dans l'étude, finalement, dans l'étude qu'on a publié, il a bien repris. Non, moi, le message essentiel que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'effectivement, l'hybridation, c'est un peu le fruit de mes interventions, c'est que c'est du pragmatisme, finalement, par rapport à toutes les exigences auxquelles on doit répondre, on doit respecter, que ce soit une exigence réglementaire en neuf ou en rénovation, l'hybridation se positionne très bien d'un point de vue économique. On l'a vu, on a abordé le sujet. En neuf et en réno, on est aussi très bien positionné. Alors c'est vrai que on est d'autant plus positionné que le nombre de logements est important, mais même à partir de 20 logements, ce que je disais tout à l'heure, il y a une pertinence en neuf, du coup, économique. Et puis en rénovation, c'est vrai que comme on est en fonction de la nature du bâtiment et du niveau d'isolation,
s'il faut mettre du 100% pack, c'est pas toujours évident parce que le prix du kilowattheure, du prix du kilowatt pack est plus cher que le prix du kilowatt chaudière. Donc c'est vrai qu'il faut là vous parlez du prix de l'installation. Donc il faut trouver cet équilibre. Je sais qu'aujourd'hui l'ère de la guerre c'est l'argent, donc c'est pour ça qu'on appelle au pragmatisme. Pas qu'aujourd'hui, Ludo. Ouais, non, mais d'autant plus aujourd'hui où c'est quand même... Mais c'est vrai qu'en construisant 25% de moins avec 20% d'inflation liée partiellement à l'inflation, partiellement aux normes, ça devient de plus en plus le sujet. L'impact économique est important. Après, voilà, on l'a vu, les performances et la robustesse des systèmes, voilà, j'enfonce une porte ouverte puisque vous connaissez les deux solutions qu'on prescrit. Après, c'est vrai que la complémentarité des réseaux, c'est un sujet qui à mon avis, va croître dans les temps à venir, puisque la Creux a publié récemment un rapport sur justement la flexibilité des réseaux. Il y a Emmanuel Vargon hier disait à Energy Meeting que c'est vrai que si on consomme tous de l'électricité au même moment, les renforcements de réseaux, les renforcements de modes de production vont être très importants. Alors que si on étalait cette consommation de manière plus intelligente, les investissements nécessaires à faire seraient moindres. Donc c'est vrai que le pragmatisme lié à la complémentarité des réseaux gaz électrique le gaz rend service à l'électricité sur les périodes de pointe, notamment, ou sur les périodes où les températures extérieures sont très basses. Je complète pour nos auditeurs, Emmanuel Vargon, ancienne ministre du Logement et... quand il y en avait une. Et présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Et effectivement, elle a aussi abordé la nécessité pour les installations qu'on va mettre en place d'avoir une capacité de régulation avec le réseau. C'est-à-dire d'être de manière à ce que toutes les machines ne démarrent pas en même temps dans un même bâtiment et de pouvoir réguler ces démarrages-là. Mais tu en parleras sans doute. De toute façon, c'est la grande campagne que l'on a entendue sur c'est pas uniquement la sobriété. Il y avait je décale aussi. Donc alors, oui, moi, je suis toujours gêné par je décale. C'est plutôt non mais d'effacement et de flexibilité des installations. Et aujourd'hui, voilà, quand on parlait de la crainte avec le véhicule électrique, mais le véhicule électrique va devenir aussi l'endroit où on va pouvoir stocker de l'énergie et la déstocker dans le bâtiment plus tard. Les installations aujourd'hui ne permettent pas de le faire. Pas toutes, mais certaines le font. Partenor vient de le faire avec des panneaux solaires et une installation Vitucci chez les bailleurs sociaux. Donc ça a été un des trophées de l'innovation. Je vais dans ton sens, mais entre ce que l'on fait entre innovation expérimentale et on voit les besoins qui ont été évoqués par Madame Vargon hier, sur la capacité justement de pilotage, déjà au sein des bâtiments, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit capable de piloter les démarrages de cycle, piloter les démarrages de machines quand on est en machine individuelle en logement collectif, va être un enjeu pour nous tous. La flexibilité et l'effacement aujourd'hui sont quand même deux vecteurs qui sont extrêmement étudiés, travaillés, qui se font déjà là aussi à l'étranger. Au Danemark, je ne dis rien d'autre, cher Nathalie, mais comment on l'intègre, nous, dans notre arbre de décision C'est ça, peut-être, qu'il faudra amener en plus, en complément de nos réflexions. En tout cas, ce qu'il faut, on a l'impression qu'on va augmenter la puissance électrique de manière importante. Nous, les modélisations du parc national qu'on a fait montrent que si on couple isolation et déploiement des pompes à chaleur, les consommations électriques du bâtiment n'augmenteront pas. Normalement, elles n'augmentent pas. Voilà. Mais il y a l'effet puissance. La puissance, elle peut, si on intervient sur le chauffage électrique, si on intervient sur l'isolation du bâti, on peut diminuer la puissance par ailleurs. Alors il y a un enjeu de raccordement des bâtiments spécifiques, bâtiment par bâtiment, mais au global... Au global, l'appel de puissance ne sera pas... Ce qu'il faut, c'est bien mener les deux sujets de front. Oui, mais c'est deux échelles assez différentes. Et nos adhérents vont intervenir que sur des choses, des échelles très très ponctuelles. Et là, on peut avoir ces soucis-là. Et globalement, on est persuadé et on porte ce sujet-là. Aujourd'hui, dans la période à venir, très courte, on a besoin de la totalité des énergies existantes et on a besoin de la totalité des réseaux. Et que c'est des éléments de passage pour aller plus tard, probablement en tout cas, c'est pas probablement, plus tard, on aura besoin d'avoir des vecteurs décarbonés, que ça soit du biogaz, que ça soit de l'électricité. Donc, mais aujourd'hui, je pense, moi, à la lecture de votre étude en particulier, on a besoin aujourd'hui, pour passer ce cap-là et pour avancer vite, parce qu'on a besoin d'avancer vite pour décarboner, d'avoir toutes les solutions. On a des spécificités très particulières sur le patrimoine qui sont très très différents. Donc
là, aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut quoi. Nous, on milite pour mixité des solutions et mixité des énergies. Le constat est clair autour de la table et ça confirme l'argument qu'on a depuis le début d'avoir une mixité de solutions et une mixité d'énergie. Et juste pour passer sur la pointe, parce que ça m'évitera de revenir dessus. Effectivement, toutes les études qui ont été faites et par EDF et par RTE et par les organismes aujourd'hui montrent qu'avec la réduction de la consommation d'électricité dans le bâtiment liée au changement des équipements. Hein. On disait un radiateur. Un radiateur qui fait 1 d'électrique, 1 de chaud, voilà. On remplace par une PAC, 3 de chaud, 1 d'électrique, on divise par 3, au moins. 3 ou 4. Ouais. Et puis, avec l'efficacité du bâti, on va réduire le besoin aussi à l'intérieur, l'amélioration aussi des équipements dans la maison, hein, le radiateur, le frigidaire hein, qui est réduit. Qui consomme de plus en plus, oui. De moins en moins. De plus en plus. Non, proportionnellement, non. Oui. Mais proportionnellement. En fait, c'est d'ailleurs un sujet qui n'est pas du tout abordé dans la réglementation, mais qu'il faut avoir en tête aussi pour nous. C'est que quand on a des études comme celle qui a été présentée il y a quelques semaines sur la comparaison facture énergétique, électrique et DPE, restons raisonnables. Quand vous mettez de la consommation des usages, donc tout ce qui est équipement électroménager, équipement électronique, tout ce qu'on appelle les usages spécifiques qui ne sont pas du tout réglementés, si ce n'est dans la réglementation des étiquettes des appareils, on a une croissance linéaire de ces usages qui sont passés de 30 kW énergie primaire il y a 15-20 ans à près de 70 kWh aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous comparez la consommation énergétique du bâtiment qui descend à 40-50 kWh énergie primaire dans la réglementation environnementale 2020, et dans le même temps, on a augmenté la consommation des usages qui est passée à 70 kWh énergie primaire dans les logements, à cause de la multiplication des équipements et d'équipements qui consomment de plus en plus tout en ayant des étiquettes de plus en plus basses, parce que l'étiquette est basée sur une unité fonctionnelle, sauf que les frigos, dans le même temps, ont quadruplé de volume. Donc on a divisé par 2, mais on a multiplié par 4, donc on a consommé plus. Et ça va être un enjeu, je pense, aussi pour nous tous, de bien aussi maîtriser les usages. Ça avait été un test dans plus c'est moins pour intégrer l'impact des usages, et on y reviendra, j'en suis sûr. Mais je prends du temps, je m'éloigne, et je laisse terminer Ludovic pour donner un mot ensuite à Nathalie. Juste pour dire qu'en tout cas, toutes les études montrent qu'à l'horizon 2030, il n'y aura pas d'augmentation, enfin la pointe restera à peu près la même, en tout cas avec l'intégration des PAC telles qu'elles sont prévues à peu près aujourd'hui en développement, et que à l'horizon 2050, on devrait même être sur une baisse de la consommation de la pointe électrique sur le bâtiment. Absolument. Mais c'est bien de le rappeler, parce que c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on passe la pointe électrique en massifiant l'électrification? C'est pour ça que j'insistais. Mais c'est important, et je sais que c'est dans tes slides. Ludovic, je vous laisse terminer. La conclusion de cette slide, c'est on peut toujours mettre du gaz dans le bâtiment. Certes, la consommation de gaz sera diminuée, justement, pour répondre aux enjeux de décarbonation dont parlait Nathalie. Dans l'attente des gaz verts, parce que dans tous les rendez-vous que je fais auprès des promoteurs, c'est vrai que beaucoup nous disent, mais à quand la valorisation des gaz verts dans la réglementation? Donc après, ça va être très, très simple ce que je vais dire. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut expérimenter, il faut travailler sur études. Là, l'objectif de ce type de manifestation, c'est de mettre la puce à l'oreille. Derrière, il faut expérimenter sur des cas concrets, en challengeant un petit peu toutes les solutions, et c'est ce qu'on fait souvent avec les partenaires bureaux d'études. CGBAT, c'est un de ses métiers. Et après, c'est communiquer sur l'opération, montrer ces chiffres-là, et puis après, pourquoi pas candidater à la nouvelle pyramide FPI, puisque c'est un petit teasing avant le mois de mars, mais c'est vrai qu'on a changé notre pyramide et on va pousser la mixité énergétique dans cette pyramide-là. Hop. Oui, c'est un scoop. Vous nous dévoilez le nom de la nouvelle pyramide. Voilà, je vous dévoile le nom, moi je vous dirai pas quel est des charges. En tout cas, on part sur la mixité. On sait que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, et c'est le bon sens qui prime. Après, c'est vrai que moi il faut parler de ce qu'on sait, et nous, la démarche chez GRDF, c'est partir sur des expérimentations concrètes aussi. On va instrumenter des sites. Vous voyez sur le pied de slide, là, on va instrumenter 20 sites, que ce soit neufs, rénovés, tertiaires ou résidentiels, pour justement se faire la main sur l'hybride, ses performances, ses modes de régulation, ses bonnes pratiques. Et là, vous voyez, on a instrumenté un site à Traite, donc c'était en existant, chez un bailleur social, 49 logements, une installation qui a été composée de solaire thermique et d'une chaudière à condensation. Le solaire thermique a rendu l'âme par un défaut de maintenance.
changement d'exploitant et du coup l'installation solaire n'est plus fonctionné. Donc l'idée c'était de rester sur du renouvelable. Ils voulaient passer en tout pack, enfin en 100% PAC, pardon, et du coup Enedis leur a dit vous n'avez pas la puissance disponible, par contre vous pouvez travailler, on peut vous donner un petit peu plus, et le consensus a été trouvé sur l'hybridation. On a instrumenté le site et on a des résultats très performants. Pas trop le temps d'en parler, mais en tout cas je vous invite à aller sur le site de CGBAT, vous retrouverez l'article. Donc c'est à Traits dans les Bouches-du-Rhône. Hop, et après on avait aussi engagé la démarche très en amont, il y a 2 ans maintenant, même 3 ans je dirais, 2021, avec notamment l'AFPI et l'USH. On avait lancé un appel à projet pour préparer justement ces virages réglementaires massifs et travailler sur qu'est-ce que seront les solutions de demain avec du gaz. Donc on a challengé pas mal les industriels et l'objectif, c'était de pousser des projets avec des solutions hybrides. Donc, il y a eu les lauréats que vous voyez à l'écran. Et en avril prochain, un des lauréats de l'appel à projet va être inauguré donc, du côté de Miramas, dans le sud-est de la France. Comme quoi, le gaz est encore possible dans cette solution. Dans cette région, pardon. Et enfin, voilà, donc l'idée c'est qu'on est au début de l'histoire, hein. Comme vous le disiez tout à l'heure, cette étude elle mérite d'exister, elle va s'améliorer, se bonifier au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'expérience qu'on va emmagasiner les uns avec les autres. Donc voilà, on va continuer à vous accompagner les bailleurs et puis les promoteurs, mais pas que, hein, les bureaux d'études, les installateurs exploitants, pour justement monter en puissance et avec l'ensemble des actions qui sont listées à l'écran. Et l'hybride chez nous, c'est pas hybrider du gaz avec une pompe à chaleur, mais ça peut être aussi hybridé de différentes manières avec du solaire thermique. C'est une solution auquel on croit beaucoup aussi au sein de GRDF. Et puis hybrider aussi avec du bois, pourquoi pas, en fonction des ressources locales sur le territoire. On sait que le bois est apprécié dans certains cas de figure. Donc voilà, hybrider, c'est pas qu'avec des packs, c'est aussi avec d'autres énergies au service de la décarbonation, comme disait Nathalie. Voilà pour moi. Merci beaucoup Ludovic. Pendant que je passe la parole à Nathalie, il y avait une question sur l'hydrogène. Alors l'hydrogène, il y a 2 sources. Soit on met de l'hydrogène dans le gaz, soit on parle de piles à combustible. Là, on est sur des solutions... expérimentale sur les piles à combustible. La pile à combustible, c'est vrai qu'il y a eu une démarche japonaise qui était beaucoup développée dans ce pays-là. On a un peu lancé le sujet, notamment en rénovation. Ça reste assez coûteux aujourd'hui et c'est pas une solution qui trouve sa place sur le marché. Voilà, aujourd'hui c'est après sur l'hydrogène au sens large, c'est vrai qu'il y a des industriels qui se sont lancés sur cette chaudière à hydrogène. Voilà, d'ailleurs il y avait un lauréat de l'appel à projet qui avait cette solution Encore faut-il disposer d'hydrogène. Après l'hydrogène, vous le créez en local. Qui rajoute un coût supplémentaire. Ce qui est proposé, c'est une solution de création en local. En local. Vous hydrolisez de l'eau avec du photovoltaïque. On hydrolyse de l'eau. Donc la solution, c'est hydrolyser de l'eau avec du photovoltaïque, de l'électricité photovoltaïque, ce qui permet de faire de l'hydrogène qui alimente une chaudière hydrogène. Là, on est dans une solution expérimentale. Il y a une solution aujourd'hui. Pour répondre à la question hydrogène. D'accord. Très bien. On a dit beaucoup de choses, Nathalie. On a déjà dit beaucoup de choses. Donc comme on a dépassé le temps. Voilà, je vais passer très rapidement, mais je voulais quand même vous montrer les chiffres et casser un peu certaines idées reçues sur la PAC. Nous discutions avec Franck il y a 2-3 ans. Il me disait, si tu me trouves une PAC 100% française, je t'offre le champagne. Voilà, donc je n'ai toujours pas offert le champagne. Il manque toujours quelques éléments de la PAC, mais d'une manière générale, on voit quand même cette industrialisation. Et il faut avoir en tête... Il faut ici tirer notre chapeau à tout le secteur industriel français, et pas que français d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des internationaux qui ont localisé leurs usines, fait modifier leur outil de production, et ils ont fait un travail extraordinaire ces 2 dernières années. Hein. Tout à fait. Et d'ici. Et ils continueront à le faire. Voilà. Et la PAC commence à permettre d'avoir un solde de balance commerce extérieur positif qui devrait fortement se développer au cours des prochaines années. Donc, dans
dans l'économie actuelle, ça vaut toujours la peine de le signaler. Participe de la réindustrialisation de la France. Mais encore une fois, c'est dans l'arbre de la France et de l'Europe. C'est dans l'arbre de décision. Tout à fait. Parce que on ne choisira pas l'origine, mais on choisira le poids carbone. C'est aussi quelque part. C'est aussi une filière importante, pour la création d'emplois. On en a parlé avec tout ce qui est en train de se développer autour à la fois de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des bureaux d'études techniques, des exploitants, des installateurs, etc. Donc il y a une vraie compétence. Outre la production dont on a parlé, donc on parle de 41 000 emplois créés d'ici 2030, ce qui est quand même là aussi à signaler. Si dans l'intermédiaire on n'en détruit pas 150 000 parce qu'on arrête de faire du neuf. Bon, en tout cas, on viendra en rechercher une partie pour la PAC. Ça, je vais la passer rapidement parce qu'on l'a déjà dit largement. Mais en tous les cas, c'est important pour nos auditeurs qu'ils sachent que ça fonctionne, mais par contre, il y a une sélection spécifique à mettre en œuvre. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais je le répète, ça fonctionne. Moi, j'en atteste puisque je suis resté avec mes émetteurs fonte et j'ai besoin d'une température de 70 degrés. Et depuis 5 ans, j'ai une PAC qui fonctionne très bien. Alors, quelle que soit la température extérieure et qui me fait le chauffage et l'eau chaude. Donc, j'atteste qu'on peut remplacer une chaudière fuel par une PAC sans aucun problème. Et que ça fonctionne. Bon, l'acoustique, on en a effectivement beaucoup parlé aussi. Voilà, l'acoustique, il faut quand même avoir en tête cette baisse importante qui a été faite. Et là, on parle, il y avait justement aussi à Energy Meeting hier des informations sur des nouvelles installations qui ont permis de baisser de 20 dB la puissance acoustique. La puissance acoustique. Donc, vraiment, voilà, il faut avoir en tête que ça descend. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui sont faites pour que cette puissance acoustique descende très très vite. Et ça fait partie des grands sujets. J'en ai déjà parlé. Voilà. Vous aurez la réponse par écrit. Voilà, vous aurez la réponse par écrit. Et puis, nous l'avons déjà évoqué, mais c'est important, vous l'aurez dans les slides de synthèse, il y a quand même énormément de choses qui sortent pour vous accompagner. Les travaux de CEGIBAT, les travaux de l'Association française de la PAC, qui produit beaucoup de choses. Avec l'ADEME. Les études produites par le cabinet Pouget. Avec Pouget, voilà, avec des grands points qui ont été... On essaiera de mettre tous les liens d'ailleurs de ces documents, si vous voulez, on essaiera de les compiler pour nos auditeurs, qu'ils aient tous les liens de tout ça. Voilà, et qui vont arriver avec des pages vraiment spécifiques dédiées où vous pourrez avoir les réponses à vos questions techniques, et ça c'est très important. Il y a tout ce qui a été fait aussi avec l'USH sur la décarbonation du bâtiment et sur la PAC avec GRDF d'ailleurs. Vous avez des grands ouvrages aussi qui vous expliquent les différentes technologies, que ce soit pour le tertiaire ou pour le logement collectif à travers l'AFPAC, et une grande journée de l'AFPAC qui aura lieu le 14 mars autour de tous ces sujets de la pompe à chaleur et où là aussi nous pourrons mettre le lien pour les inscriptions. Eh bien, merci beaucoup Nathalie. Alors, une dernière question. Je sais qu'on a beaucoup dépassé le temps, mais le sujet est vraiment complexe et méritait qu'on s'interroge. Mais il reste encore beaucoup de questions, et dont une qui revient régulièrement, coût d'exploitation-maintenance. C'est abordé dans les fiches, dans le guide, et je crois que ça va devenir une question qu'il faudra systématiquement poser lors de la prescription pour répondre à non seulement la prescription avec tous les indicateurs qu'on a évoqués, mais aussi quel est le coût d'exploitation-maintenance et la durée de vie de la machine par le fabricant et l'installateur. En tout cas, pour le parc social, c'est deux questions extrêmement importantes. Pas que, mais en premier lieu. La durée de vie va avoir un impact sur l'investissement pour le bailleur, et le coût de maintenance, c'est un impact sur le locataire. Et c'est une attention extrêmement forte pour nous. Et le coût énergétique qui va avec, évidemment. Parce que ça a été évoqué, le prix de l'électricité augmentant, il faut diminuer les besoins. Oui, mais on parle beaucoup de l'augmentation du prix de l'électricité. Ah bah oui, forcément, parce qu'on la voit tous. On la voit tous, mais dans le même temps, c'est passé plus sous silence, mais les taxes ont aussi été augmentées sur le gaz. Sauf que les gens... Oui, mais c'est pas parce que le voisin augmente que ça allège l'augmentation de l'électricité. Je suis bien d'accord. Après, toutes les mesures qui ont été prises pour recaler, je dirais, le prix de l'électricité, il faut que le prix va se stabiliser. Il y a les fortes augmentations de rattrapage, quoi qu'il arrive, le prix de l'énergie n'a pas vocation à baisser, quelle que soit l'énergie dans le temps qui vient. Donc on a tout intérêt de toute façon à réhabiliter, rénover pour réduire le besoin. Et baisser les charges en euros.
baisser les charges en euros, c'est le seul objectif. On revient toujours à l'énergie la moins chère et celle qui n'est pas consommée. Donc, absolument. Donc nous clôturerons sur ce mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci Ludovic, merci beaucoup David et à toutes les équipes de Pouget qui ont travaillé sur le sujet. Alban, merci à toi pour cette coopération que j'espère fructueuse pour nos adhérents. Je remercie nos plus de 460 auditeurs ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Pardon pour le retard. Pardon encore une fois à ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. On tâchera de le faire à la suite de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un épisode suivant avec peut-être nos amis industriels, le MGCP, les ingénieries, pour parler commissionnement et fluidité de la mise en œuvre de ces solutions de pompe à chaleur dans nos opérations. Un grand merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.